démarrer l'enregistrement pour le replay YouTube. Je démarre Mais l'enregistrement maintenant. excuse-moi, tu remarqueras que le fanion des Falcons pointe du doigt la guillotine, hein, Exactement, c'est, non, voilà, non, c'est pour et ça. tout est lié, hein, bien entendu. C'est pour ça. Bonjour à ceux qui débutent le replay YouTube. J'avais oublié de lancer l'enregistrement. Vous n'avez que manqué le sommaire. On va parler des matchs du jeudi, on va parler de la draft et on va faire plein de quiz et on va répondre à vos questions. Voilà, je résume. Excuse-moi, Greg, c'est parce que j'avais oublié Pas de de souci. lancer un petit peu. Comme ça, en plus, les gens qui prennent le replay YouTube n'auront pas eu les détails sur la musculation, la guillotine et ma douche. Donc comme ça, je pense qu'ils y ont gagné au change. Donc voilà. Je ne suis pas venu depuis un moment. Alain a troqué son physique de marathonien pour celui d'un bodybuilder, dit Jean Cake. On n'en est pas là quand même, hein. Je fais que des séries de 10, les pompes, donc c'est pas encore. Je suis pas encore The Rock, quoi, tu vois. Et comme je continue à courir, c'est pas très pratique de toute façon, donc c'est pas le Oui, but de devenir The Rock. tout à fait, ouais. On va donc parler, Greg, du match de jeudi entre les Jets et les Jaguars. Tout à fait. Un match qui a donc hop là, couronné les Jaguars 19-3 contre New York. Un match évidemment bon, on va commencer par le gros du sujet, je pense. C'est quand même le plus simple. Bah voilà, Jojo commence dans le chat qui dit mince, c'est pas Raphaël qui va détruire Zach. Il faut qu'on parle de Zach Wilson parce que évidemment, on va parler des Jaguars, mais on commence à voir quelque chose d'assez dramatique avec Zach Wilson. Toi, sur ce que tu vois, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est une catastrophe industrielle? Et voilà, une 9 sur 18, 92 yards, d'une interception, sortie pour Chris Streveler, sous les huées du public. Ça sent la catastrophe. Est-ce qu'il y a quelque chose de récupérable chez Zach Wilson aujourd'hui, quoi? Bah là, malheureusement, en état, j'aurais du mal à te dire oui. Je pense qu'on lui a donné quand même pas mal de chance cette saison. Alors, le début de saison, c'est un peu particulier parce qu'on sait que, voilà, étant diminué, forcément, bah, voilà, on n'attendait pas forcément son remplacement de Joe Flacco de la même manière. Mais c'est vrai que là, très concrètement, il y a eu la période avant Mike White et du coup, cette période, quand il a repris les rênes de l'attaque, où, très concrètement, on peut pas être satisfait de ce qu'il propose. Mais alors, si tu me permets une petite parenthèse, en fait, ce qui est un petit peu inquiétant du côté des Jets et ce qui est polarisé, je trouve, par la situation de Zach Wilson, c'est qu'on est de plus en plus, je trouve, au fil des semaines, sur un fossé qui se creuse entre la défense et l'attaque en règle générale. Bon, malheureusement, à chaque fois, ça tombe sur moi, mais c'est encore une semaine où Mike Lafleur n'a pas été très inspiré au niveau de son cahier de jeu offensivement. Il y a un jeu au sol qui n'a rien proposé, une ligne offensive qui, je trouve, se détériore semaine après semaine. Et malheureusement, Mike White a été presque cette espèce de comment dire, d'électrochoc offensivement, où malgré les problèmes justement qu'on constatait au fil des semaines, notamment depuis la blessure de Brice Hall, on arrivait quand même à avoir ce surplus, on va dire, d'énergie du côté des Jets, qui leur avait permis notamment de dominer facilement les Bears, qui leur avait permis d'accrocher longtemps les Vikings du côté de Minneapolis. Mais c'est vrai que malheureusement, Zach Wilson n'apporte clairement pas cette faculté-là. Et c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est que voilà, il devrait justement être le joueur qui a été drafté numéro 2 de la draft et celui qui justement est capable d'élever le niveau des joueurs autour de lui. Et malheureusement, comme tous les autres, le seul joueur qui arrive à peu près à faire briller dans cette attaque, c'est Garrett Wilson. Le reste, et encore là, en l'occurrence, sur ce match-là, il ne fait pas briller grand monde. Hein. Tu as Mm. donné sa fiche de stats tout à l'heure. Mais voilà, le seul joueur qu'on arrive à peu près à développer, quel que soit le quarterback, c'est Garrett Wilson. Le reste, depuis des semaines et des semaines, c'est catastrophique. Et Zach Wilson en est l'exemple le plus parfait. Et c'est le quarterback qu'on attend le plus au tournant, en l'occurrence. Cette mobilité, par exemple, on ne la voit pas depuis qu'il est arrivé en NFL. En tout cas, on la ressent moins paradoxalement qu'un Chris Traveler qui, quand il est rentré, a réussi à apporter justement un peu plus de profil double menace et de capacité à faire avancer les chaînes. Et il va falloir se poser la question aujourd'hui des Jets, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on arrive à la fin de sa deuxième année. Il va falloir se poser la question de savoir si c'est déjà un joueur qu'il faut penser à trader, à remplacer. C'est un peu ça. Et moi, alors je sais que tu es quelqu'un de modéré, donc voilà, tu vas pas lui rentrer dedans, etc. Mais on peut pas dire, et je remets la stat à l'antenne, mais c'est un. Tu vois, tu dis oui, y a pas un bon play call, il n'y a pas une bonne ligne offensive, ce qui est factuel, hein, mais on peut pas non plus nier le fait que Straveler rentre et fait Mhm. 2 fois plus en 2 fois moins de temps, quoi. Bien sûr. Après, est-ce que son contenu est équivalent la semaine dernière contre les Lions? C'est ça le truc.
C'est que en fait, j'ai toujours ce même problème, et c'est ce que j'explique depuis le début de la saison, c'est que moi, à la limite, pointer du doigt le niveau déplorable par séquence de Zach Wilson, on a vu des matchs où il était Très absolument très grosse nullissime. séquence quand même, ouais. Ouais, c'est le match face aux Pats. Tant que tu remets la fiche de stats, c'est le match face aux Pats qui l'amène à être remplacé par White, en l'occurrence, dans un premier temps. Il y a des rencontres, encore une fois, où on se dit que c'est même pas le minimum syndical, c'est que vraiment, c'est en dessous de tout. Et on l'a dit, il y a une remise en question qui a jamais été là. Ça, c'est indéniable. Hmm. Mais en fait, ce qui est toujours problématique avec ce cahier de jeu offensif, c'est que on s'est dit la semaine dernière, on va essayer de donner les clés du camion à Zach Wilson parce que concrètement, on veut voir ce qu'on peut en avoir et on n'est pas passé si loin que ça face aux Lions. Aussi parce que la défense, je le répète, fait le boulot aussi depuis le début de la saison. C'est eux qui les ont maintenus pendant très très longtemps face à Buffalo avec notamment une très grosse première mi-temps. Mais voilà, à conserver ce cahier de jeu et surtout à vouloir absolument faire de Zach Wilson le, le principal et même quasiment l'unique joueur qui est sollicité. On a plusieurs séries en première mi-temps où c'est quasiment que lui qui lance. Bah, à un moment donné, s'il y a une crise de confiance et si c'est un joueur qui n'est pas fiable mentalement et qui est amené malheureusement à paniquer très vite, Et et bah, tu commences à te mettre dans un trou un petit peu tout seul. Donc, après, donc Wilson en soi est responsable, mais c'est pour ça que j'englobe un petit peu plus plutôt que juste dire, voilà, Wilson est nul, on va dire. après, il y a un truc qu'on peut pas ignorer. Tu disais, il panique, mentalement, il a du Hmm. mal, etc. Il est perdu. Moi, je peux pas m'empêcher. Alors, c'est pas, il va falloir expliquer la référence parce que ça commence à devenir vieux. Mais moi, je peux pas m'empêcher de commencer à penser à Ryan Leaf, qui était deuxième choix de la draft aussi d'ailleurs, qui Mhm. n'était pas bon sur le terrain et qui ne prenait aucune responsabilité en dehors, ce qui est aussi le cas de Zach Wilson. À chaque fois en conférence de presse, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Ouais, bien sûr. Et donc, Ryan Leaf, bah, il finit, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il finit, il joue même pas en 99, mais voilà, il fait 3 saisons. Il termine avec 14 touchdowns pour 36 interceptions. Alors, même Wilson, pour le coup, est pas aussi cataclysmique dans les stats, mais ça commence à faire penser à ça parce qu'il prend zéro responsabilité dans ce qu'il fait en plus. C'est ça qui est le plus inquiétant en fait. C'est pas s'il avait une démarche saine de dire voilà, il y a ceci, il y a ça à régler, etc. C'est quand même pas anodin si à chaque fois qu'il y en a un autre qui rentre, les autres Jets jouent mieux. Hmm. C'est quand même ça qui est le plus inquiétant. Est-ce qu'il Oui, y a un bien sûr, moment bien sûr. où il va, tu vois, avoir un déclic, comprendre, etc. Mais moi, c'est là-dessus que ça commence à sentir l'accident industriel. Non seulement il est Bien pas sûr. bon, mais en plus, il est pas bon. Enfin, il est pas psychologiquement, il a pas le bon état d'esprit. Il est pas. Oui, c'est ça. Il est pas conditionné tout simplement à l'exigence d'un environnement NFL, entendons-nous clairement. Et voilà. Et après, moi, comment dire, ce serait facile entre guillemets pour moi de dire, bah, au pire, utilisons-le comme un game manager. Je fustigeais au début de la saison Lafleur qui faisait lancer énormément Flacco alors qu'on savait que Flacco n'était pas l'avenir de la franchise. Là, en l'occurrence, si chez les Jets, on veut être conditionné tout de suite à savoir concrètement ce qu'on a avec Zach Wilson et justement savoir s'il est capable d'être piqué au vif et de rebondir après vraiment le match absolument atroce qu'il a fait face aux Patriots, bah, je vais pas leur en tenir rigueur. Mais là, en l'occurrence, sur ce match-là, en plus, ça tombe en prime time, ça tombe à la maison, ça tombe dans un match importantissime parce qu'en plus, c'est vraiment, ça passe sous sa casse, même si on est dans une AFC qui est quand même encore très ouverte et avec des équipes qui, au niveau des places de wildcard, se cassent un peu la figure. Maintenant, à 7-8, ça va commencer à être un peu compliqué. Tu n'as pas le tiebreaker par rapport aux Pats notamment. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas quelle est la situation par rapport à Mac White. Hein, je m'en excuse, je n'ai pas creusé Il est, la il est question là-dessus. blessé. Il peut revenir peut-être la semaine prochaine. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut espérer limite aujourd'hui du côté des Jets pour peut-être avoir ces talents qu'il a démontré quand il était là. Mm. Mais je le répète, ouais, bah, au niveau du jeu au sol, par exemple, un Michael Carter propose pas grand-chose. Encore plus depuis l'absence de Brice Hall, éventuellement peut-être sur le pass pro. Et Mm. encore, j'exagère peut-être un peu quand je dis ça. Mais oui, le chantier est très, 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 très vaste. Et on va parler de la draft tout à l'heure. Mais Mm. tu vois, si on part sur des chantiers d'intersaison qui ne concernent pas encore les Jets, je pense que la partie offensive va être un gros, gros élément à prendre en considération de la part de Robert Saleh et Joe Douglas. Est-ce que tu as encore un espoir pour Wilson? Il a 23 ans. C'est toujours une question de contexte. Encore une fois, alors c'est sûr que T'es, t'es- t'es- malheureusement, t'es vraiment un mec sympa.
Genre, il y a des mecs pour Jamarcus Non, Russell mais ou quoi, je sais même pas si le contexte Non les mais aurait sauvés, tu vois. Alain, même si aujourd'hui c'est pas un titulaire et ça ne le sera pas à l'issue de cette saison-là, personne s'attendait par exemple à ce que les Steelers essayent de tenter un Trubisky pour faire la transition avec Kenny Pickett. Enfin voilà, personne n'attendait de Geno Smith. Encore une fois, on prend toujours cet exemple-là, mais il y a des joueurs, oui, dont tu te dis que voilà dans telle équipe ça peut ne pas fonctionner, dans telle équipe bah, il va y avoir une résurrection même ponctuelle. Euh, je ne pense pas, personnellement, que Zach Wilson, encore une fois, de par les failles mentales trop nombreuses, à mon sens, qu'il montre depuis son arrivée en NFL, soit capable de rebondir ailleurs. Mm. Après, voilà, peut-être qu'avec l'âge, peut-être avec un autre environnement, un head coach peut-être vraiment spécialisé offensivement, j'en sais rien, je ne vais pas te dire de bêtises ou vendre du rêve inutilement. Mais oui, forcément, je serais plus enclin au pessimisme comme toi. Mais voilà, bon, la NFL m'a appris à essayer de rester un petit peu sur mes réserves malgré tout. Il y a Victor, alors je suis d'accord avec toi, hein, évidemment, on peut pas se mouiller. Il y a des exemples comme Gino Smith qui ont rebondi, etc. Mais c'est un mec Oui, sur c'était un 50, film, quoi, bien tu vois. entendu. Oui, oui, bien sûr. Après, moi j'aime bien, il y a Victor Roulier là, dans le chat, mais il essaie de nous vendre ça depuis le début de la journée, hein, dans la rédaction. Il peut devenir la star marketing de la XFL. Victor, Mhm. il faut que tu penses que d'abord il faut que ces ligues survivent avant qu'ils aient des stars, hein. Parce que la XFL, on sait même pas si elle va passer le printemps. Donc, Voire de mais la CFL, par exemple. Il y a beaucoup de joueurs NFL qui rebondissent au Canada, hein. ouais, après c'est ce qu'on a dit aussi avec Manziel, tu vois. Et une fois que c'est un truc psychologique et que les mecs sont pas dedans, ils peuvent aller n'importe où et ça rate, quoi, tu vois. On rappelle qu'il n'est pas titulaire, mais Chad Kelly a quand même gagné la Grey Cup Ah oui, en c'est vrai. CFL. C'est Voilà, vrai. Ah, mais tu je vois, tiens à rappeler. toi-même tu le dis, il est même pas titulaire en CFL, quoi, Chad Non. Kelly. Pourtant, quelle Bon, légende c'était. après, voilà, Chad Kelly, voilà, c'est vrai que je dis ça en taquinant, mais voilà, il va arriver en NFL avec la réputation de Zach Wilson, bien au contraire. Mais alors, petit retour d'ailleurs en arrière, parce que plusieurs personnes l'ont demandé dans le chat. Pourquoi il est numéro 2 de la draft? Beaucoup de gens étaient étonnés qu'il passe devant Justin Fields notamment. C'était un buzz assez tardif au moment de la draft l'an dernier. Buzz assez tardif. En tout cas, c'est une année 2020, notamment du côté de BYU, où il a clairement marché sur l'eau. Et c'est toujours ce qui est extrêmement problématique quand tu prends cet élément-là en compte. C'est-à-dire que, est-ce que tu te dis que vraiment c'est un joueur qui est en ultra sur-régime, alors qu'il ne faisait pas grand-chose avant, ou en tout cas qu'il était relativement quelconque, on va dire, au milieu du panier? Ou est-ce que tu te dis, bah ça y est, c'est l'année justement où il a pris en maturité, où il est capable de démontrer d'autres choses? On l'avait dit, ce qui était intéressant en l'occurrence. Alors c'est sûr que on peut jamais savoir avant qu'un joueur arrive en NFL comment il va réagir mentalement dans un vestiaire, Évidemment. comment il va gérer la pression. C'est jamais la même qu'en college football, même si on sait qu'il y a déjà les caméras, qu'il y a déjà une grosse attente, voilà ce genre de choses. Mais du côté de BYU, au-delà de sa faculté à être intéressant à la passe, on voyait quand même une aptitude à pouvoir improviser et à faire des jeux relativement assez démentiels en l'occurrence, hein. C'est vrai que il y en a beaucoup qui ont dit ah, vous avez utilisé les termes Patrick Mahomes parce que en l'occurrence, il était dans cette mouvance des quarterbacks justement qui était capable en scramblant d'apporter quand même une certaine originalité dans son jeu. Alors après, c'est sûr que quand on regarde froidement 2 ans après, on se dit ah mais en fait votre gars c'est un tocard. Hmm. Oui, c'est sur le Mais principe, oui, alors, c'est sûr qu'on va regarder, on va se dire que c'est pas forcément très très tu bon. vois, Mais tu vois, je termine juste mon propos. Je sais que je fais très long à chaque fois, je m'en excuse alors. Mais tu vois, juste pour en prendre l'exemple de la simple année, etc. Un joueur comme Joe Burrow, par exemple, à LSU, on a toujours dit qu'il a été moyen à Ohio State, et on s'est dit, il a brillé à LSU, il a été numéro 1 de la c'est draft, exactement ce que j'allais te dire. uniquement parce qu'elle est... Voilà, pardon, mais du coup, je m'excuse de t'avoir grillé la politesse, Non, non, mais mais voilà, ça ne veut pas dire que Joe Burrow, aujourd'hui, on voit que mentalement, Burrow est à des années-lumière de Zach Wilson. Et c'est forcément un élément à prendre en considération. Et c'est aussi pour ça qu'on le répète pendant la draft. Ça dépend toujours de l'environnement dans lequel tu tombes. Ça dépend toujours de comment tu réagis à cette pression, comment tu t'y prépares. Et malheureusement, il y a des intangibles, des impondérables qu'on n'est pas toujours capable d'évaluer de notre œil, on va dire, amateur pendant le processus draft, bien sûr. en fait, c'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà, et ça revenait dans le chat. Et si on se fait l'avocat du diable, pour justement pas tomber dans la facilité de dire c'était qu'une seule saison et comment dire, et les GM se sont gourés, ils se sont précipités, etc. C'était en effet le même dilemme que Joe Bureau l'année d'avant. Alors après, on juge du niveau de l'opposition. C'est vrai que Bureau était à LSU, donc je suppose que dans la SEC c'est un peu différent, etc. Mais voilà, il y avait ce même dilemme de dire il a flambé une saison, qu'est-ce qu'on en fait, Mais, qu'est-ce qu'on en fait et, après?
Et juste pour terminer sur les Jets, voilà, non, alors juste pour terminer, parce que tu parlais du fait qu'il a été pris devant Justin Fields, rappelons-nous aussi que Justin Fields a eu ces périodes de galère aussi la première année, Mm. dans un registre différent, voilà, avec une attaque qui était tout aussi problématique. C'est vrai. Aujourd'hui, il s'en sort un peu mieux aussi parce qu'il a plus de mobilité. En tout cas, il a toujours eu cet atout principal par rapport à Wilson dans un système offensif en plus qui s'y prêtait beaucoup plus. Et on l'a dit, quand Brice Hall était là, Zach Wilson était beaucoup moins exposé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, Justin Fields montre de meilleures choses et répond mentalement. Donc ça, c'est déjà un indicateur par rapport à Zach Wilson. Donc la question est un peu différente en ce sens. Mais le fait qu'encore une fois que Wilson était pris devant Fields à l'époque, c'est pas non plus totalement fou, quoi. Mm. On va revenir un petit peu au match quand même, Greg. Sur ce match, donc les Jaguars gagnent à peu près tranquillement. Un match sage et patient, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a fumble sur le premier drive, après ils se reprennent, ils paniquent pas, ils comprennent que leur défense a plutôt la main, ils font attention. Et ils continuent de mettre Trevor Lawrence dans des bonnes conditions. Il y a aussi ça d'ailleurs, qui a joué contre Zach Wilson pour finir avec lui, mais il se retrouvait face à celui qui a été choisi juste avant lui, les numéros 1 et 2 de la draft l'an dernier. Et Trevor Lawrence, là, pour le coup, on continue d'avoir cette philosophie de le mettre dans des bonnes conditions du côté de Jacksonville. On est patient, même dans le jeu. Oui, oui, très clairement. En plus, il me semble c'est Cam Robinson qui a out jusqu'à la fin de la saison depuis peu, non? Oui, 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 Voilà, ça me dit c'est quelque ça. chose. Donc en plus, oui, on arrive malgré tout. Enfin, Doug Peterson arrive ces dernières semaines à vraiment mettre sa patte petit à petit, notamment sur cette attaque. C'est pas forcément hyper flashy. Peut-être qu'encore une fois, en effet, avec les comparatifs qu'on a utilisés pour Trevor Lawrence, on attend toujours des matchs à 50 points, 400 yards, etc. Bon, il y a eu 40 points la semaine dernière contre Dallas, hein, mais c'est bien aussi de pouvoir éventuellement sur un terrain un peu plus hostile, réussir à être beaucoup plus dans du ball control, dans des jeux courts, mais en tout cas qui peuvent aboutir sur des big plays, avec notamment une utilisation assez intelligente d'Evan Ingram. Et on voit que la connexion entre les deux hommes, en tout cas le panel que peut offrir l'ancien tight end des Giants, est assez précieuse à Trevor Lawrence, en plus de Travis Etienne aussi, qui a ce côté également couteau suisse Mm. dans le backfield offensif. Donc voilà, il manque peut-être juste offensivement des receveurs écartés, ça on le répète depuis le début de la saison, pour vraiment apporter un peu plus de diversité, un peu plus d'agressivité, enfin d'agressivité dans le côté vertical du terme, mais très concrètement, voilà, la ligne globalement fait le boulot ces dernières semaines. Comme tu le dis, ça permet aussi d'avoir un Trevor Lawrence beaucoup plus focalisé sur ce qu'il fait. On en attend encore plus, mais en tout cas, tous les voyants sont au vert pour l'instant du côté de Jacksonville et on a une attaque qui ne plombe pas sa défense et qui bonifie même ce qui est mis en place défensivement du côté de la Floride. Oui, parce que défensivement, ça commence à prendre forme aussi, mine de rien. On se concentre beaucoup sur Trevor Lawrence parce que il était annoncé comme une superstar. Mais ça commence, là on voit les stats, les Devin Lloyd, les Rashawn Jenkins. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et même de joueurs un peu expérimentés qui sont venus se greffer là-dedans. Et ça fait un mix qui est plutôt intéressant. Bah, c'est ça qui était un petit peu la curiosité en plus avec. Alors, il y a eu des changements de head coach, mais on va dire que c'est plus ou moins le même front office qui est là du Mm. côté de Jacksonville depuis des années et des années. On a essayé de miser un petit peu sur tu l'as dit, des joueurs qu'on a accumulés un petit peu par le biais notamment des deuxièmes, des troisièmes tours ces dernières années. Beaucoup de paris, notamment sur les postes de defensive back, hein, si on prend certains exemples. Tyson Campbell sur le poste de cornerback, André Cisco, par exemple, qui fait un sac, je crois, sur le match d'hier Oui. sur le poste de safety. Donc voilà, cette espèce de melting pot où après, en l'occurrence, Doug Peterson a la possibilité d'arriver et de dire, bah, on va faire une revue d'effectifs, on va voir concrètement sur qui on peut compter, sur qui on peut miser, en plus des rookies qui sont là et qui globalement font le boulot. Devin Lloyd, on l'a dit depuis le début de la saison, c'est solide. Trevor Walker, ça continue de monter en régime semaine après semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a globalement cette ossature qui commence à avoir de la gueule offensivement. On ne doutait pas sur le papier que ça pouvait en tout cas être quelque chose d'assez dissuasif. Ça a peut-être mis un petit peu plus de temps parce qu'encore une fois, offensivement, peut-être tous les voyants n'étaient pas ouverts non plus. Mais c'est vrai que cette défense, depuis le début de l'année, c'est assez cohérent et beaucoup de joueurs qui se sont insérés, on dira, dans ce collectif sont performants. Il y a un Foyol Wokun qui a été signé lors de la dernière intersaison qui fait un jeu décisif sur ce match-là aussi. Mm. Enfin voilà, chacun apporte sa petite partition pour qu'au final, ça joue à l'unisson. Ça permette à Jacksonville de continuer de croire à cette finale d'AFC Sud qui était presque inespérée il y a encore 3 semaines. Eh bien, c'est ce que j'allais te demander et j'allais en venir là. Est-ce qu'on serait pas face à la meilleure équipe d'AFC Sud? Je dis AFC West d'ailleurs, pardon, oui, je pensais à la FC Sud. Bah, en tout cas, on en prend la direction. Je me rappelle un homme avisé
avait dit au Hard Rock Café que dans ses hot takes, les Jaguars seraient dans le coup pour les playoffs en dernière semaine de saison régulière. C'est Alors j'avoue vrai. qu'il y a un mois, j'ai repensé à ça, je me suis dit, t'en as raconté des conneries, mais alors celle-là, elle était quand même balèze. Et c'est vrai que plus je regarde, je vois que Tennessee a Dallas, par exemple, au programme la semaine prochaine. Alors, il faut voir quelle équipe de Dallas en l'occurrence. Mais c'est sûr que quand on regarde les deux dynamiques, je ne serais pas étonné que le match en prime time lors de la dernière semaine de saison régulière, ce soit ce fameux Jaguars-Titans prévu du côté de Jacksonville. Et surtout qu'il commence à y avoir des rumeurs que Ryan Tannehill pourrait ne pas rejouer de la saison. Donc ça Oui, se complique très très fortement hein, pour Tennessee là au niveau de la tout à fait. dynamique. Ils ont perdu Dylan Radon, je crois, leur tackle, enfin, leur lineman, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, encore une fois, il y a des dynamiques assez contraires, des vents Ah assez bon. contraires. Et c'est là où il va falloir voir comment Mike Vrabel gère, notamment ce week-end contre Houston, hein. A priori, Mm, ça paraît jouable sur le papier. mm. Mais oui, carrément, pour rebondir sur ce que tu dis, ça sent quand même la grosse finale Tennessee-Jacksonville dans les semaines à venir. On le voit, hein, tu disais, il y a des dynamiques, on les voit à l'écran, clairement. Les dynamiques dans la FC Sud, elles sont très claires. 4 défaites de suite pour les Titans, 4 défaites de suite pour les Colts, 9 défaites de suite pour les Texans, 3 victoires de suite pour les Jaguars. Donc ils sont en train de nous signer la remontada de l'année. Ce serait une sacrée surprise, et j'ai envie de dire une bonne surprise de les avoir en playoff quand même pour l'expérience de Trevor Lawrence, pour ce groupe. Jouer les playoffs on a envie de dire cette première année, parce qu'il y a eu cette année étrange avec Urban Meyer, cette première année de reconstruction avec Doug Peterson, ce serait une sacrée récompense de jouer les playoffs quand même. Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis là, encore une fois, ce serait un nouveau palier justement pour Trevor Lawrence. Et voilà, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, tout n'est pas forcément en leur faveur, mais c'est vrai que s'ils arrivent, parce qu'encore une fois, on peut encore parler qu'au conditionnel, bien entendu, mais voilà, s'ils arrivent à damer le pion aux Titans, quand on sait l'équipe qui est quand même, quand on sait que c'est quand même une équipe assez structurée, assez bien mise en place, mine de rien, ces dernières années, par Mike Vrabel et par John Robinson, même si on sait que le general manager a pris la porte avec perte et fracas il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ce sera déjà de toute façon une progression assez intéressante de réussir à passer devant Tennessee, vu la manière dont Tennessee travaille ces dernières années. Après, voilà, ça permettra de donner en effet un petit échantillon supplémentaire en playoff. Je ne pense pas qu'il faudra s'attendre à énormément de choses parce que je le dis offensivement, il y a peut-être d'autres choses à perfectionner. Il y a moins de pertes de balles, il y a moins d'erreurs, il y a moins de fumbles de la part de Trevor Lawrence, mais on est dans un espèce de côté, alors, proportion gardée, mais dans un espèce de côté Daniel Jones plus plus. Hmm. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est content qu'il fasse pas trop de conneries, mais encore une fois, de par la hype qu'on nous a présentée au départ, on se dit, ce serait bien quand même dans les prochaines années qu'on voit encore un petit peu autre chose. Ah, je te trouve presque plus dur avec Trevor Lawrence que tu l'as été avec Zach Wilson. Pour moi, J'ai... c'est pas pour moi, on n'attendait pas la même chose. Il y avait Non, on un n'attendait pas la potentiel même avec chose. Zach Wilson, mais qui était à des années-lumière de ce qu'on pouvait attendre avec Trevor Non, non, Lawrence. bien sûr, C'est mais plus pour ça que je tempère. Mais encore une fois, ça voilà. va beaucoup mieux quand même que au fil des semaines, et c'est quand même déjà beaucoup mieux que Daniel Jones. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te dis Daniel Jones Beaucoup de plus. Bah oui, non, mais encore une fois, quoi. dans le côté perte de balle, moi, c'est juste ça. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui collectionne les passes de touchdown, mais en tout cas, c'est un joueur qui passe pas non plus son temps à rendre le ballon à Non, c'est sûr, l'adversaire c'est sûr. et à tirer une balle dans le pied de son équipe, comme ça avait été une fâcheuse tendance, je trouve, notamment lors de sa saison rookie. Mais tu l'as dit, il y a eu beaucoup aussi de problématiques en externe qui n'ont peut-être pas non plus favorisé son intégration en NFL. Dernier mot pour les Jets, on finit avec eux. Est-ce que on se lance dans le pronostic là, hein, donc c'est Madame Irma, on va pas y passer 10 ans. Qui sera leur quarterback l'année prochaine? Ouh, ça, c'est une excellente question, hein. Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est un Lafleur qui est coordinateur offensif. Si Jimmy Garoppolo est disponible, Hmm. Ok. ça peut coller au style de système offensif, Ouais. à une équipe qui veut jouer majoritairement au sol. Alors après, il faut voir dans quel état est Jimmy Garoppolo. Faut voir ce que les Jets vont réussir à faire parce que alors, j'avoue, j'ai pas du tout regardé ça niveau contractuel, niveau salary cap, tout Non, ça, tout non, je ça. te Après, il y a demande d'autres là. problématiques. Voilà. Voilà, ça, on les met de côté visiblement si je prends ton postulat. Vas-y, vas-y. Mais ouais, si tu cherches un quarterback d'expérience, en l'occurrence, qui peut éventuellement réussir à développer les jeunes stars à ses côtés, notamment Garrett Wilson et Brice Hall, Jimmy Garoppolo, il a l'air de faire le boulot, mine de rien, à San Hmm. Francisco. C'est un joueur sur qui on aime bien casser du sucre, mais aux dernières nouvelles, à Ah, y chaque a- fois qu'on fait appel à lui, qu'on lui dit tiens, reviens de par ici et tout, il arrive à peu près à être un game manager efficace, tout- ce que n'arrive pas à être Zach Wilson, Oui, j'allais manifestement. te dire, de toute façon, il n'y aura pas 1000 autres options. Hein, Voilà. on va parler de draft juste après. On finit avec eux, mais Mike White, la question a été posée plusieurs fois dans le chat. C'est pas une solution à long terme pour toi?
En tout cas, il a montré que ça peut être. Ah, ça aussi, je vais pas lancer une comparaison un petit peu compliquée, mais oui, il peut très bien avoir une trajectoire à la Fitzpatrick, hein. Ça peut très bien être un joueur éventuellement que tu utilises en deux slash peut-être un bis si vraiment tu as besoin éventuellement de temps en temps d'avoir un backup peut-être un temps soit peu décent. Il a montré en tout cas, je le répète, que chez les Jets, il était capable. Et on sait que chez les Jets, c'est toujours un contexte très particulier. Donc voilà, il a démontré malgré tout qu'il pouvait avoir de la ressource, alors que depuis son arrivée en NFL, c'est vraiment pas le genre de joueur sur lequel on se retourne. Donc je me dis encore une fois, au bon prix, les Jets seraient peut-être pas forcément bêtes à l'idée de le re-signer pour être une solution au cas où, quoi. Ils ont bien pris Joe Flacco, ils peuvent re-signer Mike White, hein. Ah bah oui, si, mais après, il y a tellement d'équipes qui ont la dalle que ça peut vite monter les C'est enchères, ça, hein. bien sûr. Ça va être. Et Chris Traveler qu'on a vu, comme ça j'évacue aussi le sujet, mais donc Chris Traveler qui était quand même, je vous le remets parce qu'on le connaissait pas tous, hein, je vais pas mentir, moi j'ai vu le nom popper ce matin. C'était le quarterback d'Arizona en dernière semaine de saison régulière l'année dernière, non? Exactement, il est C'est ça. passé par Arizona la saison dernière, il a quand même commencé en CFL, coupé par les Ravens, voilà, coupé par les Ravens, coupé par les Dolphins. Bon, on est Après, d'accord on que sent que là, il a 27 après, ans, hein, c'est pas un perdreau de l'année. oui, après, on sent que son truc, c'est plus la mobilité que vraiment la précision à la passe, hein. C'est pas non plus. Voilà, c'est un quarterback qui a ses limites. Sur le papier, c'est un QB3 et il me semble que c'était principalement comme ça qu'il était utilisé dans un premier temps à Arizona et du coup là-bas chez les Jets. Hmm. C'est toujours les blessures qui l'ont globalement fait grimper dans la hiérarchie. Donc après, pourquoi pas, mais bon, je pense que c'est plus un entre guillemets un gadget parce qu'il me semble qu'il rentre contre les Jags, il rentre des fois sur certains jeux spéciaux, même avant que Zach Wilson sorte sous les huées de la foule. Donc voilà, ça peut être ce type d'option-là. Donc après, je t'avoue, j'ai pas d'avis vraiment tranché Et, là-dessus. et tu sais, Libre à eux. et tu sais que Chris Traveler a un point commun avec Chad Kelly. Oula. Il a gagné la Grey Cup Ah bah oui, oui. Pourquoi j'ai pas pensé? Oui, je savais qu'il était passé par la CFL. avec les Winnipeg Blue Bombers en 2019. Il y en a beaucoup qui ont gagné la CFL avec Winnipeg ces dernières années. Bon, voilà. Voilà pour ce match, en tout cas, entre les Jets et les Jaguars. Long débrief, on s'est fait plaisir, mais il y avait beaucoup de choses finalement hein, dans ce match du jeudi. On passe à notre thème de la semaine et on reste avec toi, Grégory, parce que les deux thèmes, je ne veux pas dire se rejoignent, mais on n'est pas loin. Il y a quelques équipes qui sont déjà plus en course pour les playoffs, ce qui n'est pas le cas donc des Jets et des Jaguars. Pour eux, la saison draft commence. Hein, on parle des Bears, on parle des Texans, on parle de quelques autres. On a décidé de vous donner un petit avant-goût et de vous expliquer aussi au passage ce qui va se passer sur TDA dans les semaines et les mois à venir. On va donner les grands enjeux de la draft. Alors évidemment, les podcasts ont déjà commencé, c'est tous les vendredis depuis la rentrée. Je vous invite évidemment à les écouter. Je vous invite évidemment à lire les articles. Il y a déjà eu une mock draft. Je vais mettre la rubrique draft à l'antenne quand même. Voilà, vous le voyez, il y a des podcasts, il y a des fiches toujours de Jean-Michel Boujard, Victor Roulier, Nitinia, enfin tout le monde participe, hein, il y a du monde. J'ai pas la fiche devant moi, je vais oublier des gens donc je m'en excuse. Donc voilà, il y a des histoires, il y a des podcasts, etc. Mais si vous n'avez pas eu le temps de suivre, parce que vous êtes à fond dans la saison NFL, parce qu'il y avait un peu la Coupe du Monde pour certains, etc., on va vous faire une petite présentation. Grégory, on en revient à ça parce que c'est un peu la base du jeu, c'est la base du truc qui nous excite quand on ne connaît pas les prospects. Greg, est-ce qu'il y a des quarterbacks qui vont changer le destin de ma franchise dans cette draft NFL 2023? Eh bah peut-être, mais alors si c'est le cas, ils viendront de loin, hein. Ah, c'est pas bon ça. Alors, alors très concrètement, ça va être une draft très particulière, notamment sur la question des quarterbacks, parce que on est dans une période, j'allais dire de mutation, mais en tout cas dans une période de transition très marquée au niveau du football universitaire, avec les nouveaux droits d'image et la possibilité pour de nombreux prospects potentiels d'éventuellement changer d'université plus facilement, d'accéder à ce qui est désormais connu comme le fameux portail des transferts. Alors, c'est vrai que j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est un délire. J'ai l'impression que ces derniers jours, je ne vois que ça. C'est devenu la NBA en fait. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Alors, c'est toujours plus ou moins régi par le nombre de transferts que tu fais dans une université. Il faut toujours être plus ou moins éligible, mais avec des règles beaucoup plus flexibles qu'auparavant, où vraiment juste un simple transfert pouvait être extrêmement encadré. Désormais, c'est plus vraiment le cas. Et du coup, oui, il y a. En fait, on a cette espèce
de frontière entre des joueurs qui sont susceptibles d'être draftables relativement haut, mais qui veulent éventuellement avoir un autre challenge dans une équipe peut-être plus huppée pour se faire la main. Donc du coup, on a 2-3 joueurs dans ce cas de figure-là qui ou sont retournés à l'université ou ont carrément décidé de s'inscrire sur le portail. Et du coup, ça restreint, mine de rien, l'attractivité, on dira, du poste de quarterback avec certains joueurs. Alors, il y a des joueurs établis, encore une fois, les deux principaux, on les avait cités notamment, enfin, on les cite régulièrement dans les podcasts avec Victor et Jean-Michel, et on l'avait cité notamment lors de la mock draft qu'on avait fait sur Twitch il y a quelques semaines de ça. C'est Bryce Young d'Alabama, présenté quarterback d'Alabama, de toute façon, voilà, il y en a tout le temps. Hein. On rappelle Oui. que dans les quarterbacks d'Alabama, Jalen Hurts, Tua Tagovailoa, Mac Jones, pour reprendre les précédentes années. Donc Bryce Young est le favori numéro un. Et ça, je pense que ça ne devrait pas changer. Et on a CJ Stroud, donc quarterback d'Ohio State. Là aussi, les quarterbacks des Buckeyes qui ont toujours la cote ces dernières années avec plus ou moins de succès. Dwayne Haskins ou encore Justin Fields pour ne citer que sur les dernières éditions. Mm. Donc ça, c'est les deux principaux qui ont une très grosse cote parce qu'ils sortent de gros programmes et parce qu'on sait concrètement, on a quand même une idée du fait que c'est des joueurs qui vont être relativement établis, qui savent pour le coup par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Zach Wilson, peut-être répondre un peu plus à la pression que d'autres. Donc voilà, il y a ces joueurs-là qui apparaissent des quasi top 5 assurés. Derrière, c'est beaucoup plus confus. Alors, en un mot, attends, avant de passer à Oui, la suite. Bryce Young, moi je l'ai vu parfois comparé à Kyler Murray. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? il Est-ce y que a c'est un une côté, bonne ou une mauvaise comparaison d'ailleurs? il y a un côté comme ça. Je sais que Victor récemment l'a comparé par exemple à Drew Brees. Mais alors après, c'est toujours pareil. Il y a C'est un pas la même côté, chose, hein, Brees Murray. alors, avec des attributs différents, voilà, Ouais. on va dire des qualités similaires chez les deux. On va dire que forcément Bryce Young a cette mobilité-là. En fait, c'est ça. En fait, il disait que c'était un Drew Brees en plus mobile ou en tout cas en ce qui correspond un peu plus, en ce que cherche un peu plus la NFL aujourd'hui. Hmm. Donc, Bryce Young a cette mobilité-là et en effet, il y a une ressemblance avec Kyler Murray parce que le côté extrêmement petit, assez insaisissable, etc. Il y a en effet cette idée-là. Il y a un bon bras également, ça il l'a démontré, mais ce qui est impressionnant encore plus, je trouve, avec Bryce Young au fur et à mesure des mois, c'est le côté clutch qu'il arrive à avoir. Hmm. Donc et là aussi, oui, on peut retrouver certaines similitudes également avec Kyler Murray, qu'on a un petit peu trop, je trouve, essoré parfois du côté d'Arizona dans le système Kingsbury, mais qui a largement démontré qu'il était capable de faire des actions clés, des actions brio. Bryce Young peut avoir en effet cette aptitude-là si on part sur son comparatif, en effet. Le CJ Stroud, donc, qui est le deuxième homme, lui, c'est pas le même gabarit, c'est lui qu'on a en photo, hein, là d'ailleurs, au moment à l'écran. Mhm. Donc, ça va pas être les mêmes qualités. Je vois dans le chat, par exemple, où est-ce que j'ai vu qui a des top receveurs, mais qui perd face à Michigan. Est-ce qu'il est moins clutch alors? Bon, c'est pas la seule défaite contre Michigan qui, moi, m'inquiète, hein, parce que voilà, je sais plus, c'était apeuré par la défense d'Ohio State que par les performances de CJ Stroud. Après, c'est vrai que malheureusement, alors ça, on peut pas dire le contraire. C'est sûr que du côté d'Ohio State, si tu veux avoir des stats dans les airs qui flambent, au niveau des receveurs, tu vas être gâté. Hein. Il a joué avec Garrett Wilson et Chris Olave. Quand on voit comment les deux tournent cette saison, on se rappelle que c'est pas trop trop mal. Enfin, il y a énormément de bons receveurs de toute façon ces dernières années à Ohio State. Et, et encore une fois, c'est vrai que j'ai ce gros défaut-là de comparer des quarterbacks qui sortent d'une même université, pardon. Mais voilà, on a du mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec Justin Fields, à pas avoir cette petite idée en tête de se dire, bah oui, mais est-ce que c'est pas aussi le système qui lui permet de briller? Est-ce que Hmm. c'est pas, voilà, est-ce que le travail lui est pas facilité justement pour qu'il y ait un maximum de stats, un maximum de capacité à être, à J'ai lancer le ballon l'impression, rapidement et à être performant verticalement. j'ai l'impression que tu crois pas beaucoup en fait dans les quarterbacks de cette année, non? Bah, moi, en plus, pour le coup, l'année dernière, j'aimais beaucoup CJ Stroud. En tout cas, je trouvais qu'il apportait quand même une certaine agressivité, une certaine insouciance presque dans sa manière de jouer, le côté presque un peu facile, sans prendre l'exemple de Joe Burrow, mais ouais, ce côté justement un peu, voilà, on y va, on tente crânement notre chance. Et je trouve que pour le coup, mentalement, il m'a un peu plus inquiété ces derniers, Hmm. ces derniers mois. Je suis désolé, ça va faire beaucoup une thématique ce soir. J'ai l'impression d'être psy, mais, Ça mais, fait euh, mais partie du voilà. jeu. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais plus vers Stroud que vers Young et il y a plus de motifs qui du côté de Young, alors que pourtant, alors, Young a des receveurs peut-être un peu moins clutch, mais en tout cas, un système offensif, je pense, ou en tout cas, une attaque avec un nombre de stars assez notable également. Mais voilà, on sent que Young prend peut-être un petit peu plus ses responsabilités
et que des fois, Stroud, en effet, sur les quelques matchs où Ohio State a pu douter, on n'a pas senti que c'était celui qui pouvait éventuellement voilà, tirer son équipe, on va dire, du guêpier. Sur le chat, il y a Guigui qui dit il croit en Monsieur Café Mayonnaise, Grégory. Oui, bah alors Alors, je c'est crois. quoi cette Alors je histoire ne crois pas en Monsieur Café immonde Mayonnaise. puisque ça a l'air immonde d'ailleurs. Bon, il est Ah oui, américain, parce que ça c'est sûr. toi, tu connais pas l'anecdote. Mais alors, ça me dit vaguement quelque chose là de le lire, mais. Will Levis, quarterback de Kentucky, Ok. euh, du coup, s'est présenté. Alors, ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, qui, je pense, auraient gagné à retourner une année en universitaire, mais qui, je pense, se présentent parce qu'il y a une voix royale derrière les deux principaux quarterbacks. Il y a énormément d'attributs qui sont intéressants. C'est un joueur mobile, c'est un joueur qui a une capacité de lancer assez rapide. C'est un joueur qui est capable de faire des stats à la passe et il l'a montré dans des systèmes gérés par des coordinateurs NFL. Donc, il y a une transition qui ne devrait pas être si compliquée que ça. Il y a une problématique de perte de balle. Je trouve, parfois une capacité, enfin, une aptitude à paniquer, une aptitude, un côté, un penchant à paniquer un petit peu dans la poche. Mais pour le coup, c'est vrai que sa O-line était vraiment nulle en 2022. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il va falloir essayer, là encore, comme je disais avec Zach Wilson tout à l'heure, de faire un petit peu, de pas trop accentuer les traits sur sa belle saison 2021 ou de trop accentuer les traits, pardon, sur sa moins bonne saison 2022. Mais c'est un joueur qui est largement perfectible aujourd'hui, qui doit travailler notamment sa précision. Enfin voilà, qui est encore un petit peu brut malgré tout. Et c'est vrai qu'il a ce défaut assez impressionnant, c'est qu'il boit son café avec de la mayonnaise. Mais Voilà. qu'est-ce que c'est que ce délire Et ouais. c'est... Mais Ça, je pense que, ouais, ça, c'est je pense que c'est quand tu lors lis des des... interviews, ça peut être un peu C'est quand tu rédhibitoire. lis des horreurs pareil que tu te demandes comment les Américains arrivent à influencer autant de monde, tu sais, sur leur... Parce que C'est ça. y a que là-bas que tu peux trouver des mecs qui mettent de la mayo dans leur café. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire bon, c'est une insulte à tellement de pays à la fois de mettre de la mayo dans le café, je peux même pas les lister. Donc, on a parlé un petit peu des trois principaux quarterbacks. On va pas tous les faire. Est-ce que tu en as un qui pourrait être une Oui. surprise au sens où, alors quand je dis surprise, c'est un mec que tu verrais réussir, mais qui sera peut-être choisi, j'en sais rien, au 3, 4, 5, 6e tour. C'est compliqué, hein. Je te dis franchement, là Qui, tu me demandes de refaire une qui- hot j'ai- take. Tu sais j'ai- que je fais ça avec succès sur les quarterbacks ces dernières Non, mais années. j'allais dire une question hyper facile, qui est le Tom Brady de cette draft, tu vois? C'est compliqué. Moi, il y a un profil que je trouve très très intriguant. Et d'ailleurs, ça fera plaisir à Victor s'il est toujours sur le chat et je lui ai déjà dit. C'est le quarterback de UCLA, Dorian Thompson-Robinson, qui pour moi, en effet, est un joueur peut-être assez fantasque dans son jeu, très facétieux. Il peut faire une action de brio, enfin, il peut faire une passe verticale, un big play qui amène son équipe en zone rouge et derrière faire un fumble extrêmement grossier. Mais encore une fois, ça fait partie de tous ces joueurs qui, de toute façon, sont relativement bruts, largement perfectibles. Et je trouve qu'à l'inverse, par exemple, d'autres joueurs, tu vois, dans les joueurs assez intrigants, il y a un joueur qui pourrait être premier tour, alors que l'échantillon qu'on en a vu est très, très, très faible et qu'il a quasiment joué que la saison 2022 en l'occurrence. Je parle du quarterback de Florida, Anthony Richardson, pour ceux qui Mm. voudraient avoir son nom. Je trouve qu'à l'inverse, Thompson Robinson, alors, il a joué dans un système type qui n'est pas forcément très apte à être translaté, on va dire, en NFL. Le système de Chip Kelly du côté de UCLA, on a vu qu'avec les quarterbacks d'Oregon, c'était pas toujours très, très souvent couronné de succès. Donc ça peut être forcément une problématique à prendre en compte. Mais je trouve que c'est un joueur qui s'est développé petit à petit, qui a vraiment fait ses 4 années à la fac en tant que titulaire et qui a montré ces derniers temps un certain leadership, une capacité à être dangereux, que ce soit à la passe ou dans les airs. Donc c'est vrai que Victor aime bien taquiner en plus vu que c'est ces deux équipes. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu Jalen Hurts dans le côté où il faut réussir à le développer et peut-être à en exploiter la marge de progression. Je pense que c'est un joueur qui Mm. sera plus aux alentours du 4e tour aujourd'hui, mais franchement, vu la classe de quarterback, franchement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup bouger durant le processus draft sur la classe de QB. Allez, assez parlé de quarterback. Quel est le meilleur joueur de cette draft, toutes positions confondues? Will Anderson, pass rusher d'Alabama. Donc lui, c'est top derrière quarterback, quoi. Lui, c'est. Oui, bah, normalement, il aurait été numéro. On va dire que si Houston n'était pas numéro 1 de la draft,
Après, c'est toujours possible qu'il soit numéro 1, hein. Hmm. Mais en tout cas, il est numéro 1 de mon big board. Il l'était déjà l'année dernière et il le reste aujourd'hui, même s'il a eu une saison 2022, je dirais peut-être un peu plus compliquée ou en tout cas peut-être un peu moins facile que ce qu'on a vu l'année dernière. L'année dernière, il a affolé absolument toutes les stats. Il était constamment dans la poche adverse. Il est capable d'apporter du physique, de la vitesse. Techniquement, il est très propre. Le gros défaut, je trouve, majoritairement qu'il avait cette année, c'est des défauts de concentration. C'est là où on peut se demander s'il était pleinement focalisé ou s'il était déjà en mode faut que je fasse ma dernière année scolaire avant de partir l'année prochaine. Beaucoup trop de pénalités à mon sens, mais c'est un diamant brut. C'est un joueur qu'on peut faire jouer absolument partout sur le front seven, enfin, principalement bien sûr en defensive end 43 ou outside linebacker 34. Mais ce qu'on lui demandera de faire, Victor aime bien le comparer à Van Miller, mais C'est ce voilà, que j'allais te demander, voilà, une c'est ce comparaison. type de profil-là. Et en plus, pour le coup, Miller avait été drafté numéro 2 Hmm. derrière Newton à l'époque à la draft 2011. Il y a de fortes chances que Will Anderson soit numéro 2 en l'occurrence. Donc pour moi, ça reste aujourd'hui le meilleur joueur de cette classe en attendant de voir ce qui va se passer durant les entraînements, on va dire, le processus. Est-ce que c'est une draft profonde? Ça dépend sur quel poste tu cherches. Alors, quels sont les postes Le, où c'est profond? voilà. Alors, ce sera majoritairement une draft défensive. On va le dire tout de suite. Si on a besoin d'armes dissuasives contre la passe, on devrait trouver son bonheur. C'est une draft majoritairement axée sur du edge rusher, sur du cornerback. Je ne sais plus, encore une fois, sur la mock, il me semble qu'il y avait au moins 13 ou 14 choix rien que sur ces deux postes-là sur l'ensemble du premier tour. Donc, ce seront des denrées qui seront très recherchées. Sur l'intérieur de la ligne défensive, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a des joueurs qui sont capables d'apporter aussi sur le pass rush. Donc ça, ce sera à surveiller. Et voilà. Donc c'est les principaux postes, on va dire, les plus profonds. J'essaye d'en voir d'autres, mais ça ne me paraît pas aussi net que ça. C'est vraiment edge rusher et cornerback. Il y a des postes où il n'y a rien, ou très 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 peu. Il y a des postes où il y a moins que d'habitude, en tout cas, c'est receveur. Je pense que ces dernières années, on était vraiment, vraiment gâtés. Je crois que cette année, ça va être plus alors pas des paris, mais en tout cas des joueurs qu'il va falloir développer petit à petit. Et que vraiment, les joueurs, même au premier tour, ce seront peut-être pas des joueurs qui vont faire tourner des têtes dès le début. Les linemen intérieurs, c'est toujours un petit point d'interrogation. Même l'année dernière, j'ai pas la sensation qu'il y en avait énormément. Et Hmm. pourtant, il me semble qu'il y en a deux ou trois qui sont sortis au premier tour de 2022. Donc, c'est toujours quelque chose à surveiller durant justement le processus draft. Mais là, aujourd'hui, ça me paraît un petit peu léger. Linebacker, c'est pas fou. Voilà. Hmm. Si on reste sur le côté défensif, il y a des postes profonds. Linebacker, c'est pas dingue. Il y a énormément de points d'interrogation, surtout de par ce qu'on demande au linebacker aujourd'hui, à savoir d'être extrêmement polyvalent et notamment d'être efficace contre la passe. Ça, c'est là où le bas blesse parce qu'on a des joueurs qui, paradoxalement, ont, on va dire, les aptitudes physiques, la taille, par exemple, pour pouvoir être utilisés sur le domaine aérien, mais qui ou n'ont pas été suffisamment utilisés dans ce domaine, ou n'ont peut-être pas, on va dire, cette faculté, cette mobilité à pouvoir utiliser leurs attributs physiques comme il faut. Qu'est-ce que c'est que ce chantier de voir des running backs au premier tour dans les mock drafts? Bah écoute, en Qu'est-ce l'occurrence, je pense qu'il n'y en qu'est-ce aura que c'est qu'un. que ce sacrilège? Bah écoute, tu sais, je suis désolé, hein, je suis désolé, non, j'aime bien citer Victor Roulier, mais bon, je veux pas faire que de la paraphrase non plus. On m'a dit un jour, il y a des joueurs générationnels. Alors, bah, donc Bijan Robinson est un joueur générationnel. voilà, c'est ce que j'allais te poser. Moi, j'ai vu Robinson et Gibbs qui étaient dans certaines mock drafts au premier tour. Alors Gibbs, je pense qu'il est plus polarisant parce D'accord. que Gibbs, c'est vraiment typiquement le profil du... Comment dire? C'est un top returner, pardon. Il jouera sur équipe spéciale dès la première année, ça c'est sûr et certain. On va dire que Jahmyr Gibbs, il y a un côté Alvin Kamara, donc c'est vrai que ça peut être très D'accord. polarisant. On rappelle qu'Alvin Kamara n'a pas été drafté dès le premier tour à sa sortie de draft, ni même en deuxième. Mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire le côté très électrique, le côté très explosif, mais peut-être des petits points d'interrogation encore sur le fait de pouvoir justement l'exploiter sur du long terme. Bijan Robinson, voilà, il Alors y a oui, un côté, pourquoi il il y est a un côté, générationnel? il y a un côté total package, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a du gabarit, qui a une prise de vitesse hors norme, qui a des appuis absolument phénoménaux. Enfin, voilà, c'est un joueur qui sait absolument tout faire. En sortie de backfield, il est précieux, il a des excellentes mains à la réception, il est précis sur le pass pro. Enfin,
Encore une fois, si sa position ne le dévaluait pas à ce point, il serait top 5 les yeux fermés. Donc c'est quoi? C'est un. Bah, C'est... il y en a qui le comparent. Si on prend la comparaison pure et dure, ça aussi, enfin, c'est Morgan, du coup, mon camarade de Buchanan, qui prenait cette comparaison il n'y a pas longtemps. C'est un type de Saquon Barkley. Saquon Barkley était numéro 2. Hmm. Oui, j'allais dire, oui, en plus, je l'ai sous les yeux, je vois Saquon Barkley 2.0. Parce que j'allais dire, avant, c'était Peterson ou Derrick Henry la référence, mais donc là, si je comprends bien, il est meilleur receveur. Ah oui, oui, Ouais. carrément, carrément. Mais alors, c'est Derrick Henry, le deuxième nom que tu as cité? Oui, c'est. Oui, oui, hein. Et Derrick Henry, pour le coup, c'est pareil. Alors, il y a souvent ce truc de ils sont pas draftés au premier tour et vous voyez qu'ils réussissent. C'est vrai que Derrick Henry, encore une fois, il y avait aussi des limites qu'on voit malgré tout aujourd'hui, hein. C'est pas pour ça que les défenses arrivent à le stopper. Mais voilà, il y a un côté physique, mais pas forcément des qualités athlétiques aussi notables que chez d'autres running backs. Ça l'empêche pas de briller, encore une fois. Et Henry, il Mais avait mis quelques années à se mettre en jambe en plus, hein. Il est pas tout de suite oui, hyper fort en oui, oui, NFL, oui. hein. Mais oui, enfin, pour moi. Alors, Peterson, c'est toujours compliqué à comparer mais c'est le même type d'impact. Hmm. Pour moi, c'est le même type. Pour moi, oui, pour le coup, je te rejoins. Je pense qu'il peut avoir le même type d'impact il peut plus avoir le type d'impact d'un Peterson que vraiment d'un Barclay, je pense. Hmm. Il peut avoir ce côté-là, même si Peterson, c'est une autre époque, donc c'était vraiment une armoire à glace. Oui, c'est ça, c'est pas le même. Voilà. Mais bon. Et a priori, de ce qu'on en a vu jusque-là, il y a eu mais normalement, il ne commet pas autant de fumbles que Peterson. Je pense que les points communs vont s'arrêter là. C'est une bonne nouvelle. Mais voilà, oui, il y a cette espèce de mix, mais encore une fois, je ne veux pas en faire trop. Voilà, je me suis enflammé sur Najee Harris, même s'il est encore, c'est pas du tout le même profil. Najee Harris, c'est un joueur plus tanké, voilà, je le disais, moi, ce que je soulignais avec Najee Harris, c'était aussi cette capacité, avec le gabarit qui était le sien, à pouvoir sortir à pouvoir être exploité en sortie de backfield. Et on voit qu'il est encore capable de le faire chez les Steelers, même si là aussi, je pense qu'il y a des problèmes plus vastes et que son intégration a peut-être été un petit peu trop tendre, hein, très clairement. Mais oui, oui, Bijan Robinson, pour moi, il sera premier tour les yeux fermés s'il n'y a pas de problème de blessure. Hmm. Il en a pas Euh, d'avant. C'était demandé dans le chat notamment, il a pas de et problème. Je dis c'était demandé dans le chat, il a pas de problème de blessure à la fac. pas dans mon souvenir. Non. Peut-être des micro-blessures, mais en tout cas, rien qui l'ait fait manquer. Tant qu'il s'est pas fait les croisés ou le tendon d'Achille, c'était un peu la question, je Non, pense. non, il y en a quelques-uns, mais j'ai pas dans le souvenir. Je m'excuse si j'oublie, mais en l'occurrence, non, non, Bijan Robinson, que je... Alors ça, c'est toujours l'autre interrogation, hein, c'est qu'encore une fois, c'est des joueurs sur lesquels on a beaucoup misé, on a beaucoup compté à la fac et il a toujours répondu présent. C'est le type de joueur comme Christian McCaffrey à Stanford qu'on a énormément sollicité et qui était toujours là. C'est des joueurs comme Jonathan Taylor à Wisconsin qu'on a toujours sollicité et qui était toujours là. Voilà, c'est encore une fois, c'est des joueurs besogneux et polyvalents. Donc je le répète, pour moi, c'est un profil premier tour. Après, ça dépend de l'amour que tu as et pour le running back et pour le joueur. Ouais, notamment pour le running back, parce que si je suis mauvaise langue, je te dirais ah, j'espère qu'ils vont le sélectionner très haut. Quand on voit tous les Super Bowls glanés par Adrian Peterson, Saquon Barkley et Derrick Henry, ça me paraît vital. Oui, hein, bien sûr, bien sûr. Mais ça, je le dis, et en plus, j'en ai parlé là aussi avec Victor, parce que quand on a fait la mock, je m'occupais des Eagles. Pour moi, Bijan Robinson, entendons-nous bien, je pense que ce sera principalement, je pense, un luxe, on va dire, pour une équipe. J'allais dire, est-ce que c'est pas le choix idéal si t'as déjà une bonne ligne, en fait, que t'as déjà une bonne équipe et que là Si tu tu te es fais déjà plaisir, globalement quoi. complet. Ouais, Si tu déjà globalement complet, ouais. pour moi, voilà. Alors après, tout dépend si tu as vraiment besoin d'un running back, si tu n'as pas d'autres besoins. Mais globalement, si ton équipe est complète, je ne vois pas trop Ouais. quel est le risque, quel est le danger d'avoir Bijan Robinson. On va toujours nous dire, oui, il n'y a pas des premiers tours qui gagnent, mais alors, cette année, c'est compliqué, mais un Leonard Fournette, quand il arrive à Tampa Bay, avec malgré tout, à l'époque, son statut de quatrième choix de la draft, qu'il arrive pour renforcer Tampa Bay et permettre justement à l'attaque d'être un peu plus complète, on va dire, d'un point de vue offensif et d'aller gagner le Super Bowl, je pense qu'on s'en est pas plein. Hmm. Mais bon, après, voilà, je vais pas tout mélanger non plus. Vous voyez à peu Et près ce que je veux dire. Mais bon. tu penses qu'il va. Alors là, en dehors de nos avis sur les choix, etc., tu penses qu'il va tomber à peu près autour de quel choix? Plusieurs supporters évidemment sur le chat voudraient bien savoir s'il va tomber jusqu'à eux, éventuellement. Notamment les Bills. Il y a Orlin qui demande s'il pourrait tomber jusqu'aux Bills. Bon, les Bills vont être très bas Bah, dans la draft, hein. le truc, c'est que on pourra pas mettre de côté le fait qu'il y aura au moins deux, voire peut-être trois quarterbacks draftés dans le top 10.
Je l'ai dit Ah ouais, dans le top 10. Ah oui, non, les dans quarterbacks, pardon, je crois que tu les parlais des running. quarterbacks, oui, J'ai eu oui, les peur là. quarterbacks. Les linemen défensifs, notamment les edge, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y en aura au moins peut-être deux trois également, et il doit y avoir un corner au minimum qui traîne. Enfin voilà, la ligne défensive, globalement, voilà, ça devrait quand même bien investir le top 10. Je pense que c'est un joueur qui peut aller se récupérer entre les postes 11 et 20. Alors, parce que sinon, on a Houston, Chicago, Seattle, Détroit, Arizona. Arizona, non, pour aller avec Kyler Murray, mais 5, ça fait haut peut-être. Pourquoi pas? Mais je promets des running backs à Arizona tous les ans, donc on finit Hmm. par me détester. Je pense qu'il y a des besoins plus, il y a At- des besoins plus notables, hein, je pense, Atlanta, ça te ferait... notamment en défense, corner, edge, tout ça. Atlanta, ça te ferait pas kiffer pour aider Desmond Reader? Moi, je préférerais un quarterback, mais pardon. Mais, Bon, c'est... mais pourquoi pas? Mais après, le jeu au sol fonctionne mieux à Atlanta et ça fait pas partie justement des franchises qui peuvent se permettre un luxe. Tu vois un scénario un peu foufou où Houston fait un quarterback en 1 et puis en 11, ils prennent... Non, je sais pas, hein. non, non, non. Par contre, le cas inverse, c'est possible. Après, je pense qu'ils sont très contents de Damian Pierce, mais Ah oui, ils ont Damien Pierce, je suis bête, j'avais oublié Damien Pierce de toute façon. Jacksonville, ils ont... Donc toi, tu disais entre 11 et quoi? entre 11 et 20. Et il y a Seattle en 16. Comme Oui, ça, il y a c'est Seattle fait. qui en voudrait bien de plus. Seattle, New England, Il y a Tampa Bay Détroit, en 19. Je dis Tampa, ça, je dis ouais. rien. Tampa, Voilà. ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a pas mal d'équipes qui ont déjà des coureurs un peu établis dans la liste, là, hein, Si tu prends, oui, en l'occurrence, si tu restes sur ces spots-là, ouais, Mm. pour moi, je dirais peut-être Tampa, ouais, avec le plus de chance. Je les avais mis aux Chargers à l'époque où ils étaient classés 16e. Je sais que ça avait fait grincer beaucoup de dents. On va me dire qu'il y a des besoins en défense aux Chargers, je le pense aussi. Et voilà, ça dépendra de qui est disponible à l'instant T. Mais on voit que des fois, il y a des choix un petit peu impulsifs et qui peuvent amener à se dire, ah Ah ouais. tiens, les Chargers, oui, on prend beaucoup de points, mais si on en marque 45 au lieu de 40, ça peut peut-être faire la Ouais, différence. c'est marrant, oui, parce qu'en effet, j'ai du mal en fait à voir dans quelle équipe il. Baltimore, pourquoi pas? Bon, Ouais, j'y on tente. sait que c'est une habitude aussi ces dernières années, mais là, le problème, c'est que d'un point de vue santé, c'est plus problématique, par exemple, que les Seahawks. Ouais, ouais. Ouais, non, mais ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Pour revenir un petit peu sur l'ensemble de cette draft, on va se diriger tranquillement vers la fin de cette rubrique. Greg, est-ce que toi, tu as un ou deux coups de cœur? Tout poste confondu, vraiment des mecs, que ce soit premier ou sixième tour, hein, n'importe, mais vraiment des mecs dans lesquels toi tu crois profondément, que tu aurais, si demain on te disait tu peux l'avoir dans ton équipe, tu signes des deux mains, quel que soit le poste. Oh. Vraiment tes Ah, chouchous, quoi. je t'avoue que j'ai retenu des choix intrigants, mais ouais, des chouchous. Pour l'instant, je suis encore un peu sur la réserve. T'as Il y a pas un un mec choix. qui te fait vraiment kiffer quand tu regardes Alors, la NCAA, par exemple? il y a un choix facile. Pour moi, bah, Will Anderson, moi, je signe des deux mains, hein, mais ça va Oui, être là, t'es sur compliqué. le meilleur Ça va être joueur direct. compliqué pour Atlanta d'avoir, mais entendons-nous bien. Non, mais les Edge, je pense qu'il y aura vraiment il y aura beaucoup de bonnes affaires potentielles. Non, un joueur pour le coup qui sera plutôt un premier tour, Brian Breezy, lineman défensif de Clemson. Alors, j'en parle comme si c'était établi. Il me semble que pour l'instant, il ne s'est pas inscrit. C'est vraiment le profil du defensive tackle moderne. C'est un gabarit à la Chris Jones, c'est une capacité à aller chercher le quarterback à la Aaron Donald. Le problème, c'est que là aussi, l'échantillon est relativement faible malheureusement sur ces deux dernières années. Il y a eu notamment une rupture des ligaments croisés. Tiens, je me posais la question tout à l'heure. En 2021, pardon, il y a eu un début de saison manqué malheureusement en 2022 pour des problèmes personnels, à savoir le décès de sa petite sœur. Donc malheureusement, c'est vrai que on sait que c'est un joueur hors norme de ce qu'on en a vu, en tout cas du faible échantillon qu'on a pu en voir. Il a contribué dans une défense de Clemson qui a habitué ces dernières années à sortir pas mal de linemen défensifs de qualité. Il y a un projet qui est extrêmement intéressant. Euh, et pour le coup, voilà, je ne sais pas encore s'il va se présenter, je le répète, il n'y a rien qui est officiel, mais je pense que c'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts dans la ligue, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je pars du postulat qui se présente. Donc, du coup, je partirai sur Brian Breezy. Un autre joueur éventuellement que j'aime bien, Michael Mayer, tight end de Notre-Dame. Là aussi, c'est pas très original pour l'instant, annoncé au premier tour. Là aussi, tight end assez complet. Je sais qu'on a posé la question sur un autre podcast récemment. C'est pas du tout la même chose que Kyle Pitts, qui est plus un profil Receveur, dangereux ouais. à la réception. Michael Mayer, c'est plus complet.
déjà, c'est du tight end de Notre-Dame, donc on sait que généralement sur du bloc ou sur de la réception, ça peut être, voilà, ça peut être assez polyvalent. Et voilà, je trouve que notamment à la réception, il est capable d'apporter un petit peu plus. Il est plus précieux pour faire bouger les chaînes, par exemple, qu'un Cole Kmet du côté de Hmm. Chicago, hein, mais bon, en même temps, Cole Kmet est sorti au deuxième tour, on n'entendait pas forcément autant. Je sais que l'avis sur Michael Mayer est un peu polarisant, mais voilà, c'est un top 20 quasi sûr pour moi, là aussi, hors blessure. Et certains l'appellent déjà Baby Gronk, pardon, mais c'est voilà, c'est la comparaison facile, mais c'est aussi voilà, sa capacité à lui, sans avoir le physique un peu longiligne de Kyle Pitts, sa capacité à être un vrai danger sur n'importe quel match-up, à pouvoir justement s'adapter à des safeties, à des linebackers, à ce type de profil-là, pour pouvoir être extrêmement dangereux, notamment en zone rouge. Donc voilà, c'est mes deux petits chouchous en attaque et en défense pour l'instant. Voilà, je creuserai peut-être un petit peu plus la question pour les joueurs en retrait, on va dire. Bon, il y a encore beaucoup de temps pour creuser la question. Je vous remets le site parce que Greg, on va rappeler donc qu'il y a plein de choses qui arrivent. Vous avez déjà un podcast toutes les semaines avec l'équipe draft, Victor Roulier, Jean-Michel Boujard, Alex, Mehdi, Nitinia, etc. Ça se relaye, mais principalement Victor et Jean-Mi. Greg, on te retrouvera évidemment avec eux au fur et à mesure. Greg gère l'écrit aussi sur le site et la rubrique. J'essaye en tout cas. Voilà, qu'est-ce qui nous attend dans les semaines à venir? Il y a les fiches, on le voit, les portraits de Jean-Michel, on a les podcasts. Il y a aussi des tops qui arrivent sur le site. Oui, tout à fait. Bah, on devrait, a priori, il va y avoir des rankings, je pense, qui vont être actualisés. Là, il faut bien rappeler un petit peu qu'on est sur une phase, on va dire, pas de transition, mais en tout cas d'annonce. C'est-à-dire que, bah, du coup, avec la fin de la saison régulière en college football et le début des bowls, il y a quelques jours de ça, Mm. on est dans une période où il y a des joueurs qui annoncent qu'ils vont se présenter, mais qui ont encore jusqu'à la fin du mois de janvier, je crois, une dizaine de jours, notamment avant le Senior Bowl, pour pouvoir justement du coup, confirmer qu'ils sont là. Donc voilà, ça nous permet pour l'instant, on est dans un espèce d'entre-deux, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais oui, en tout cas, on va faire en sorte de faire des rankings, de continuer les fiches, de préparer justement toutes les fiches qu'on va faire pendant l'intersaison, parce que ça va arriver assez rapidement, Mm. il va falloir se pencher un petit peu là-dessus. Présenter également les événements, on le rappelle, il y a le Senior Bowl fin janvier, il y a le Combine fin février, début mars. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'échéances qui vont être importants euh, Tom. pour, Mm. pour justement être capable d'évaluer et de voir briller, on va dire, les différents joueurs qu'on pourra retrouver en NFL la saison prochaine. Donc voilà, un programme qu'on détaillera petit à petit, mais en effet qui va s'accélérer, notamment à partir de la fin janvier, avec les différents événements que j'évoquais, et encore une fois, ces annonces officielles des joueurs pour leur candidature à la Grande Ligue la saison prochaine. Et du côté du podcast, vous passerez à 2 émissions par semaine après le Super Bowl, des pastilles quotidiennes pendant le mois qui précède la draft. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on tenait à vous présenter pour que vous ayez un petit aperçu. Là, Greg, on a quand même pas mal balayé les quarterbacks, les meilleurs joueurs, les Oui, coups de cœur, etc. Et évidemment, vous aurez plus de détails, vous entendrez rentrer dans le détail de tout ça, dans les émissions qui sont déjà en ligne, dans celles qui arrivent, dans les articles, dans tout ça. Voilà, il va y avoir encore une fois plein de choses. Merci beaucoup Greg et félicitations à toute la team draft dont tu es tout le à fait. Bah, représentant, tu vois, à l'antenne aujourd'hui. tout à fait. Bah, merci à eux, merci à toi également. Bonne fête. Et bah ouais, c'est vrai, Voilà. c'est Bonne vrai. fête à tout le monde. Voilà. Et Profitez-en. Sortez en petit Marcel, hein, c'est le moment ou jamais le soir du réveillon. ah bah ça Donc, s'est bien ah oui, ça réchauffé, dépend hein. où on est. Ça dépend Ouais, où on est ça s'est aussi. bien réchauffé, hein. Même dans le nord là, il Ah fait non, mais c'est pour ça que je dis ça. ah Tu oui, vois, ouais, parce sans que mettre de manteau, tu vois, ah profitons. bah là il fait 15 degrés, on est passé de -5 à 15 en 2 jours, alors il faut C'est ça. on s'est bien réchauffé là pour le coup. C'est ça. Bon maintenant Fallait miser sur la bûche glacée plutôt que la pâtissière. c'est ça. Bon, disons que le problème c'est qu'on est passé à 400% d'humidité, mais On reste en France. voilà, il pleut des cordes, mais bon, voilà, c'est C'est le ça. choix. -5 ou oui, il pleut des cordes. Merci beaucoup, Greg, en tout cas. Très Avec bonne plaisir. fête à toi également. Et on se retrouve évidemment très vite dans les émissions, dans les articles, etc. Merci beaucoup, Greg, pour toutes ces lumières sur la draft. Très bonne journée à toi. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao. On va continuer cette émission. Encore un Noël sans neige, dit Dadegan. Oui, il n'y a pas toujours de la neige à Noël, non? Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait tout le temps de la neige à Noël. On va passer donc au quiz. On remercie évidemment encore une fois Greg pour ses lumières sur tout ce qui se passe du côté de la draft. Je découvre avec vous, hein, souvent, je ne vais pas vous mentir.
Je suis très occupé sur le reste pendant la saison. J'ai toute confiance en la team draft. Donc franchement, il nous gère ça de main de maître maintenant. Greg, Victor, Mehdi, Nitinia, enfin voilà, Jean-Michel Boujard, évidemment, indispensable à l'équipe avec tout le travail qu'il a bas sur les articles, sur les podcasts, etc., etc. Donc voilà, on les remerciera jamais assez. Hop là, eh ben, je vois qu'il y a un petit problème technique, dis donc. Mon fauteuil a disparu. Mes quiz ont disparu, dis donc. Ah bah alors ça, j'ai un petit problème technique, mes quiz ont disparu. Je ne peux pas vous faire les quiz. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Bon, et bah écoutez, on va devoir se passer du quiz parce que je ne... Bah ça c'est dommage, j'ai un problème avec l'outil. Ha! Ha ha, comme dirait l'autre. Bah ouais, je suis un peu confus. Alors attendez, je vais vérifier. Alors j'en ai un. J'en ai un, je vais vous le faire maintenant. Mais le deuxième que j'avais préparé a disparu. Mhm. Bon, bah écoutez, je vais pas le repréparer vite fait là. C'est dommage. J'avais préparé un petit quiz Noël sur les cadeaux, les offrandes, les joueurs qui avaient lancé le plus d'interceptions, ceux qui avaient perdu le plus de fumbles, etc. Mais visiblement, l'outil n'a pas décidé d'être copain avec moi. Et quand je fais Your Quiz, bah ouais, il y en a plus qu'un seul. Ah ouais, ça m'embête ça. 15-12. Bon, bah, on fera on va pas en faire un maintenant. On va continuer à faire le quiz en fin d'émission, mais il y en aura qu'un. Je m'excuse. Il y a eu un problème technique. Ou alors c'est moi qui avais mal sauvegardé. Je me rappelle l'avoir fait. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais le quiz a disparu, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va passer du coup à l'actualité. Et puis on fera le quiz à la fin. Je pense que c'est le plus sage. Encore une fois, toutes mes excuses pour ça. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Eh bien, écoutez, on est le 23 décembre? Oui, on est le 23 décembre. J'avais même pas vu qu'il y avait une actu qui était tombée. Il n'y avait pas de Nathan Peterman dedans, non. Mais c'était un quiz, en effet, sur les interceptions, sur ce genre de choses-là. Je suis deg parce que du coup, je l'avais bien préparé et tout. Je suis en train de regarder. Non, j'avais pas pris de note sur la réponse. Mais bon, très bizarre. Très bizarre. Alors, le podcast rétro, comment vous savez sur quoi est le podcast rétro, Jojo, dans le chat? Avez-vous des informateurs dans l'équipe TDA? Alors, il a bon sur le thème, mais pas sur la date, Jojo. Il n'y a pas de podcast rétro demain, parce que demain, le podcast, ce sera le débrief du Jets Jaguars, là, dont on vient de parler. C'est-à-dire que c'est le fauteuil qui sera en podcast. D'habitude, il est en podcast le lundi, mais là, il sera en podcast demain. Donc, ça va décaler d'une semaine le podcast rétro. Donc, il n'y aura pas de podcast rétro cette semaine. Ce sera... Bah oui, je vois que Victor parle, en fait. Parce que c'est Victor qui a parlé. Il n'y a que lui qui peut être heureux que le podcast... Ah mais non, mais il a dû le dire dans l'émission draft, non, peut-être. Il a dû le dire dans l'émission draft. Je ne les ai pas réécoutés. Vous voyez à quel point je leur fais confiance. Bon, on va passer à l'actualité de la semaine. Et ouais, les prolongations de deux right tackle. Jack Conklin prolonge pour 60 millions de dollars. C'est l'actualité qui vient de tomber. Il a dit qu'il y a une image... qu'il a vu une image de Nick Foles. Oui, c'est le Super Bowl gagné par les Eagles, le truc de rétro. Donc, Jack Conklin prolonge pour 60 millions de dollars. Ça, c'est du côté de des Cleveland Browns. Double All Pro. Bon, bah voilà, hein, on fait ce qu'on a à faire. Quand on a des bons linemen, on les prolonge. Ça me paraît être la chose la plus sensée à faire. Elton Jenkins, du coup, qui prend plus que Jack Conklin. Bon, pourquoi pas. Il devient le deuxième, je crois, garde le mieux payé de la ligue, hein, si je dis pas de bêtises. De ce que j'ai vu, Elton Jenkins, c'était juste avant l'émission. J'ai pas exactement tout suivi, puisque j'ai fait confiance à Victor Roulier, que vous voyez ici, qui a rédigé ça. Mais bon, Elton Jenkins, pareil, on prolonge ces linemen. En plus, on prolonge les gens qu'on a draftés ou qu'on a depuis longtemps du côté de Green Bay. C'est un peu les classiques, hein, donc voilà, j'ai pas de grandes déclarations à faire là-dessus ou de grandes polémiques à faire là-dessus. C'est donc deux prolongations, on va dire, logiques, même si un peu cher, du côté de Green Bay. Du côté de l'actualité, on continue un petit peu, et avec l'actu de ce matin, YouTube qui débourse 14 milliards de dollars pour la NFL. Alors on est à 2 milliards de dollars par saison.
Sachez, et j'ai oublié de le mettre dans l'article parce que j'ai eu l'info qu'après, à l'heure actuelle, c'est DirecTV hein, qui avait le package en question, donc le package qu'on appelle le Sunday Ticket aux États-Unis, qui est en fait tous les matchs de l'après-midi. C'est-à-dire que ce qui est chez nous à 19h et 22h. Le Sunday Ticket, il était donc à DirecTV depuis 93, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il était sur le contrat actuel à 1,5 milliard par saison. Donc il n'y a pas eu une explosion, on a pris 25%, ce qui est pas vilain hein, déjà. Mais c'est pas le red zone. Attention Jojo, c'est pas le red zone. C'est un package qui permet de voir n'importe quel match. Sauf ceux qui sont sur votre marché, parce qu'il y a toujours cette précision là quand même aux États-Unis, c'est-à-dire que si vous habitez, je sais pas, à Cleveland, vous voyez les matchs, vous ne pouvez pas voir les matchs des Browns sur le DirecTV, sur le Sunday Ticket, parce que vous devez le regarder sur une chaîne locale. Voilà, ça blacklist les matchs locaux. Mais voilà, mais donc c'est pas le red zone, c'est vraiment l'accès à tout ça. On pourrait plus comparer ça au Game Pass grosso modo, mais c'est un truc sur le câble, enfin voilà, c'est un truc dans le genre. C'est plutôt bien de ne pas voir les matchs des Browns. Orleans, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le mieux de les voir en effet. Donc voilà, donc on a mis la nouvelle parce que c'est significatif en termes de revenus pour la ligue. Hein. 14 milliards sur 7 ans, c'est pas anodin. Ça va faire augmenter le salary cap, etc., etc. Après, ça n'est pas significatif en termes de diffusion et de médias à notre échelle en France, puisque ça ne changera pas le fait que la NFL sera sur Bein, sur l'équipe, ou sur notre Game Pass, qui deviendra sûrement NFL Plus d'ailleurs l'année prochaine. Donc voilà, ça ne va pas changer notre vie, ça change pas la diffusion pour nous. On pourra probablement pas regarder sur YouTube. A priori, ce sera géolocalisé. Hein. Donc voilà, donc ça va rester, ça va rester sur le YouTube américain. A priori, ça risque d'être ça. Après, il sera aussi probablement possible de le regarder sur YouTube avec un VPN, je suppose, s'il est géolocalisé, mais ce sera YouTube payant en plus. Ce sera YouTube TV, la formule payante hein, de YouTube. Donc voilà, c'est pas non plus de toute façon de la diffusion gratuite. Voilà, faut pas se dire que VPN permettra de regarder gratos sur YouTube, puisque ce sera YouTube Premium. Donc c'est même pas dit que ce soit plus intéressant en fait de prendre un. Je sais pas combien coûte pardon l'option YouTube TV. J'avoue que je suis pas abonné à YouTube TV. Donc voilà, mais bon, ça fait des revenus en plus surtout pour la NFL. En parlant de revenus en plus, Dan Snyder va probablement toucher quelques milliards de dollars aussi, puisque les offres de plus de 7 milliards de dollars seraient en train d'arriver pour Dan Snyder et les Commanders. Donc il va réussir à vendre sa franchise, probablement. Voilà. Oui, alors après, là, je vous laisse voir les trucs pour YouTube, les options et les machins. Donc, je disais, Dan Snyder va réussir à vendre les Commanders très probablement. Ça va être la franchise la plus chère de l'histoire du sport. Probablement en attendant la prochaine vente d'une franchise NFL qui deviendra à nouveau l'autre franchise la plus chère du sport et ainsi de suite. C'est sans fin, hein, tous les ans le salary cap bat un record. Chaque vente de franchise NFL on bat un record, etc., etc., etc. Ça n'a plus vraiment de sens parce que tous ces chiffres n'ont plus de sens. Hein, 2 milliards, 7 milliards, tout ça n'a plus aucun sens. On peut quand même se dire ça entre nous. C'est inconcevable, quoi. C'est inconcevable. Qui peut concevoir ce que c'est que 7 milliards, 2 milliards ça n'a plus de. Ça n'a plus de sens. Nouveau forfait pour Lamar Jackson. On passe aux blessures au niveau de l'actualité. Russell Wilson, lui, ça devrait être là. Kenny Pickett, de retour, même s'il a été. Oui, Kylian Mbappé peut concevoir. Oui, il y a peut-être quelques personnes sur Terre qui peuvent concevoir, mais nous, non. Alors, qui peut poser 7 milliards sur la table pour une franchise, Andalé c'est des groupes hein, maintenant d'investisseurs, mais ils sont souvent menés par un milliardaire businessman qui a beaucoup d'argent. Alors, je veux pas dire une ânerie parce que je suis vraiment pas calé finance, etc. Mais j'ai l'impression que souvent c'est aussi de l'argent un peu virtuel. C'est la valeur de la personne qui fait que des investisseurs vont le suivre parce qu'il a des entreprises valorisées à temps, etc., etc., etc. Je sais pas si le mec a vraiment 10-14 milliards sur son compte. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Encore une fois, j'aimerais bien vous dire que j'ai ce problème-là et que je pourrais vous dire comment on gère quand on vaut 14 milliards de dollars, mais j'en ai aucune foutue idée. Donc voilà, le Qatar va bien finir par acheter une franchise Orlin. Bah écoute, probable, je sais pas.
Je sais pas. Pour le coup, on est passé vraiment dans des sphères délirantes parce que de mémoire, le PSG, quand le Qatar l'achète, c'est quoi? C'est 10, 20 millions, 30 millions, je crois, ou 60 à tout casser. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Mais en fait, 60 millions à côté de. Ce qui est déjà délirant, évidemment. 60 millions à côté de 7 milliards, ça devient. Ça devient délirant, hein. Ça devient délirant. Bon, bref, Chase Young va enfin jouer en parlant des Commanders. Bon, 13 mois. Hein. Après, on dit enfin jouer, mais c'est pareil, on a perdu le sens commun, c'est-à-dire que le mec revient quand même de ligament croisé après 13 mois. Avant, on avait peur que. Comment dire? On avait peur que ça soit la fin d'une carrière, et maintenant on ronchonne parce que le mec met 13 mois pour revenir. Bon, Chase Young revient et le plus important, c'est qu'ils sont en bonne santé, évidemment. Trey Hendrickson va jouer avec une fracture du poignet. Bon, ça, c'est du délire. Hein. Kenneth Walker devrait jouer pour les Seahawks. Marquise Brown, douleur aux adducteurs pour les Cardinals. Ce sera surveillé. Derwin James, retour à l'entraînement. Ce sera surveillé. Les forfaits officiels, Chris Olave, Garrett Bradbury. Garrett Bradbury 2 fois. Hein. Il est tellement forfait, il a tellement mal au dos que je l'ai mis 2 fois dans la liste. Devon Clooney, Calais Campbell, Marcus Peters notamment sont officiellement forfaits. Cam Dantzler, Eric Kendricks, Ed Oliver, Haydenhurst, Cam Taylor, Britt, Micah Parsons et Trevon Diggs, c'est incertain. Et la liste des blessés, Ben Jones, Terrence Mitchell, Jarvis Landry, Tom Compton, ça veut dire fin de saison régulière. Retour Khalil Herbert, Chandler Brewer. Par contre, 13 mois pour les LCA quand tu es un grand athlète et pris en charge, c'est bizarre. Ouais, mais bon, après, encore une fois, on va pas reprocher à Chase Young d'avoir mis 13 mois à revenir des ligaments croisés quand même. On ne sait pas toujours ce qui se passe. Hein. Alain, il fait genre, mais il a fait une offre pour les Commanders pour les transformer en London Marmites. Ce serait trop bien, hein. Franchement. Après, si j'avais 7 milliards, je sais pas si acheter une franchise NFL, c'est le premier truc que je ferais, quoi. Vraiment, on fera un épisode spécial, si vous voulez, du live Twitch. Qu'est-ce que tu ferais avec 7 milliards? Mais je pense déjà que si j'avais 7 milliards, je pense que je sais pas si je serais là en fait. Je sais pas si je serais peut-être là. Non, je sais pas. Peut-être je ferais le tour du monde et je goûterais toutes les bouffes du monde. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Soit ça, soit je rachète une radio. Ouais, j'aime bien ça. Je rachète une radio et puis on fait une radio genre. Vous avez vu The Newsroom? On fait ça. Allez, en bref, Ronnie Hillman, c'est quand même une terrible nouvelle, et c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie. Ronnie Hillman, c'est à 31 ans, champion avec les Broncos il n'y a pas si longtemps que ça. Ronnie Hillman qui avait une forme rare de cancer, malheureusement. Là, c'est beaucoup moins drôle que ce qu'on ferait avec 7 milliards. Voilà, bon, après, on a du fait div, et c'est pas forcément le plus intéressant. On fait un petit tour. Allez, Jalen Hurts, forfait quand même. On parle des matchs du week-end. Jalen Hurts, forfait contre Dallas. On aura le droit à l'ami Garner Minshew. Ça va être intéressant de voir ce que Garner Minshew peut faire avec une équipe aussi complète, mine de rien. Moi, j'aime bien cette info parce que je suis impatient de voir ce que Garner Minshew peut faire avec cette équipe de Philadelphie. Saison terminée peut-être pour Ryan Tannehill, ça c'est quand même à surveiller. Hein. On le disait avec comment dire. Je vais y arriver. On le disait avec Greg pour la remontée des Jaguars. Est-ce que Ryan Tannehill va rejouer? Ça pourrait avoir évidemment une grosse influence pour l'avenir des Titans, parce que Malik Willis, on l'a vu, avait pas été transcendant quand même sur ce qu'il a fait jusque-là. Donc ça pourrait être très très important. Pro Bowl, pas de Tua Tagovailoa, pas de Tom Brady, pas d'Aaron Rodgers. Place aux jeunes au Pro Bowl. On peut passer un petit peu en revue ça fait partie de l'actu, et puis on a gagné un peu de temps grâce à l'absence du premier quiz que j'ai paumé. Donc, les quarterbacks, là on est conférence AFC, Josh Allen, Joe Burrow, Patrick Mahomes. On va pas se mentir, c'est quand même assez représentatif. Alors, comme l'ont dit certains dans les commentaires, certains de nos lecteurs, je suis assez d'accord avec le fait que... comment il s'appelle? Tua Tagovailoa est numéro 1 des votes du public, et il n'est pas dans la sélection finale parce que les coachs et les joueurs n'ont pas voté pour lui. Bon... Mais dans ce cas-là, mets pas de vote du public, quoi. Parce que
Parce que voilà quoi, ça sert à quoi de faire un vote du public et d'avoir un numéro un, de faire des communiqués, de dire waouh, Tua Tagovailoa est numéro un, il remporte le vote des fans, etc. Il remporte le vote des fans, mais il n'est pas dans la liste. C'est quoi l'intérêt? Donc, bon. Et après, alors la seule valeur du foot, la seule valeur du foot américain, justement, j'allais dire du Pro Bowl, c'est que c'est plus du foot américain. Donc, honnêtement, la seule valeur du Pro Bowl aujourd'hui, c'est de s'amuser à s'embrouiller sur les listes, hein, parce que en vrai, ça va être un match de flag. Je crois que tous les joueurs vont même pas jouer. Je crois que ça est maintenu grosso modo pour que les mecs aient leur bonus, parce qu'à une époque, on négociait des contrats où si t'es Pro Bowler, t'as un bonus et tout. Mais là, c'est vraiment juste pour s'écharper sur les listes, hein, le Pro Bowl. Ça n'est pas autre chose. Donc voilà, donc Josh Allen, Joe Burrow, Patrick Mahomes, c'est quand même intéressant. Travis Kelce, Teron Armstead, qui est bien récompensé quand même avec Miami pour le coup. Davante Adams, Jamar Chase, Stephon Diggs, Tyreek Hill. Du côté des receveurs, Nick Chubb, Derrick Henry, Josh Jacobs. Bon, tout ça, c'est quand même assez costaud, assez logique. Patrick Ricard, quand même, c'est toujours important d'avoir un peu de Ricard à la fête, hein, que sera le Pro Bowl. Max Crosby, Myles Garrett, CJ Mosley, Roquan Smith, tout ça encore une fois, Trey Hendrickson. Je pense qu'il n'y a pas d'énormes surprises. Jeffrey Simmons, Chris Jones, Quinnen Williams, c'est quand même la crème de la crème. Il y a 2 rookies, c'est intéressant, hein, chez les cornerbacks, Sauce Garner, Patrick Surtain, mine de rien. Le flag, ça veut être sympa. Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. La semaine du Pro Bowl, ça m'intéresse pas du tout. Je voudrais bien faire semblant de vous dire. En fait, moi, j'ai pas de billes, j'ai pas de. Ah si, je pourrais essayer de vous gonfler le truc, à dire on va faire des articles incroyables, on va faire une couverture folle, machin et tout, mais ça m'intéresse zéro, quoi. Je vous mentirais si j'étais à faire semblant que le Pro Bowl, ça m'ambiance. Je sais même pas comment on va le couvrir, je m'en fiche. Je suis concentré sur la couverture qu'on va faire du Super Bowl à ce moment-là. Je... ça m'intéresse quasiment pas, quoi. Merci à Graou pour son abonnement. J'en profite pour remercier d'ailleurs Sarah BRH et Guigui Tweak qui ont renouvelé aussi des abonnements pendant le live d'aujourd'hui. Le Pro Bowl, ça avait de la gueule à Hawaï, ouais, sur le chat. En effet, c'était quand même assez intéressant. Du côté de la NFC, Kirk Cousins, Jalen Hurts, Geno Smith. Alors pour le coup, les quarterbacks, c'est c'est intéressant. Jalen Hurts, bon, il est dans la course au MVP. Kirk Cousins, il fait une bonne saison. Il a une équipe qui est très haut dans le classement. C'est pas lui qui flingue son équipe quand il perd, etc. Geno Smith, bon, mais c'est pas le trio sur lequel on aurait parié au début de l'année, quoi. Clairement, c'est pas le trio sur lequel on aurait parié, hein. Cousins, Hurts, Smith, pas d'Aaron Rodgers, pas de Tom Brady. Je dis pas qu'ils le méritent forcément, hein, sur leur performance. C'est pas du tout ce que je vous dis. Ce que je dis juste, ça fait bizarre de pas voir leur nom, quoi. Tant qu'ils sont vivants et qu'ils portent un maillot, c'est bizarre de pas voir les noms d'Aaron Rodgers et de Tom Brady. Après, sur le niveau sportif, sur l'apport, ouais, non, c'est pas délirant de ne pas les voir, et c'est pas délirant de voir Cousins et Hurts et Smith devant. Mais c'est bizarre. Vous ne pourrez pas m'enlever de l'idée que c'est bizarre de ne pas voir Aaron Rodgers et Tom Brady. Après, c'est peut-être là que tu te dis qu'il faut que les mecs, quand même, arrêtent de faire la saison de trop sur la saison de trop sur la saison de trop. Alors, c'est évidemment, j'en rajoute quand je dis ça, parce que bon, les mecs jouent encore bien, c'est pas la saison de trop. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, tu vois, tu peux partir avant que Jalen Hurts et Kirk Cousins et Geno Smith soient passés devant toi. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, AJ Brown, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Terry McLaurin, il y a du très beau monde, hein. Le groupe de receveurs, il donne envie. TJ Hawkinson, George Kittle, Saquon Barkley, Tony Pollard quand même, hein, devant Ezekiel Elliott et ouais, Tony Pollard, quoi. Miles Sanders. Alors Miles Sanders, il n'était pas All-Star dans ma fantasy, hein, la semaine dernière. Je le remercie pas, mais bon, c'est pas grave. On l'aime quand même. Jason Kelsey, Kyle Juszczyk, Nick Bosa, Brian Burns, Demarcus Lawrence. L'AFC m'impressionne un peu plus. Si on devait jouer un vrai match à fond, l'AFC m'impressionne quand même plus. Ouais, Micah Parsons quand même. J'ai l'impression que c'est plus profond en AFC, que c'est plus costaud, quoi. Quandre Diggs, Tariq Woolen. Ouais, il y a du Seattle en défense. C'est presque un peu. C'était pas à parier non plus. Pas de Christian McCaffrey. Je vois beaucoup parler de Christian McCaffrey, là. Running back, oui, il n'y a pas de Christian McCaffrey. Attendez, vous me mettez le doute. Ah oui, non, c'est ça, il n'était pas là. Ouais, oui, parce que il commence d'un côté, il finit de l'autre, alors que pourtant il est là dans les stats, etc. Bon, c'est.
Encore une fois, hein, pour ce que ça veut dire, je vais vous dire, on va pas non plus se traumatiser, hein, s'il n'y a pas de Christian McCaffrey. Est-ce qu'on peut penser que Dallas va couper Elliott avec son gros salaire pour laisser la place à Pollard dans d'aller faut voir les conditions du contrat. Je les ai pas sous les yeux, mais voilà. Nick Foles titulaire pour les Colts. J'avais oublié ça aussi dans les actus. Et voilà à peu près pour l'actu chaude. Je vérifie un petit peu ce qui s'est passé sur le site. Les scénarios pour les playoffs, je vous laisserai les parcourir. Et voilà, Jalen Hurts, tac tac. Voilà, tu as Tagovailoa plébiscité pour les votes du Pro Bowl quand même. C'est quand même une sacrée blague, mais bon, voilà. On se refera pas là-dessus, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Les Colts sont en mode tanking. Non, bah je sais pas si c'est tanking. Ryan est blessé, je crois. Il est plus ou moins un peu blessé, hein, donc c'est ça qui a dû jouer aussi dans la décision. Et puis bon, en effet, ils n'ont plus grand-chose à jouer. C'est quoi? On a dit quoi tout à l'heure? 4 défaites de suite? 3, 4, 5, je sais plus combien de défaites de suite pour Indianapolis. On va passer. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au prono du coup? On va passer au pronostic. Comme ça, on va finir tranquillou après. Les pronos, les coachs Unibet, le quiz et puis le quartier libre pour terminer cette émission. Je le rappelle évidemment, fauteuil de Noël. Dispo en replay sur YouTube si vous débarquez. On aura l'intégralité de l'émission en replay YouTube. Et puis ah oui, non mais c'est ça, merci B-Box de me faire remarquer, je l'avais dans mes notes en plus, je l'ai devant moi là. Franco Harris, c'est les 50 ans de l'Immaculée Réception, et c'est en effet malheureusement une des infos de la semaine. Franco Harris est décédé. Franco Harris, grand receveur des Steelers, 4 fois vainqueur du Super Bowl, qui était né en 1950, donc il avait 72 ans, si je ne dis pas de bêtises. Décédé malheureusement cette semaine, qui était encore une fois une légende des Steelers. Il avait joué pour les Steelers de 72 à 83. Regardez, je vais vous mettre sa fiche Wikipédia pour ceux qui ne l'ont pas connu. Donc Franco Harris, encore une fois, une des légendes de Pittsburgh. Palmarès énorme, 4 fois champion, MVP du Super Bowl, rookie de l'année, homme de l'année, 3 fois All-Pro, dont 2 fois dans la deuxième équipe, 9 fois Pro Bowler. Voilà, ça a été quand même un joueur monumental pour cette équipe. 12 milliards au sol alors pas que pour Pittsburgh, parce qu'il a joué un peu à Seattle, mais voilà, dans sa carrière. 91 touchdowns au sol, 9 à la réception, donc 100 touchdowns au total. La bouille d'un gars sympa en plus, B-Box, on est d'accord, hein, il avait la bouille d'un gars sympa. Mais donc oui, c'était les 50 ans de l'Immaculée Réception en plus. Donc son maillot devait être retiré, je crois, cette semaine en plus, hein, du côté de Pittsburgh. Donc c'est un malheureux hasard, j'ai envie de dire. C'est assez terrible ce qui se passe là. Mais voilà, c'est comme ça, hein, malheureusement. C'est le genre de choses qui arrivent. J'étais en train de vous rechercher. Ça et hop, je vais vous coller le lien. C'est pas du TDA. On nous a demandé s'il y avait eu des articles, etc. On n'a pas eu le temps de faire un article. C'est les fêtes, hein, on n'a pas forcément beaucoup de monde, on a aussi pas mal de choses à faire, donc on n'a pas d'article dédié à Franco Harris. Mais si vous voulez lire quelque chose sur Franco Harris et sur l'Immaculée Réception, sur ce qui s'est passé, je vous conseille eurosport.fr, où il y a des vrais passionnés de football américain, Laurent Vergne notamment, qui a écrit cet article qu'on a reçu déjà dans l'émission il y a quelques années. Donc un grand fan de football américain. Les grands récits Eurosport, évidemment, c'est chaudement conseillé. Et il y en a un sur l'Immaculée Réception. Eurosport, qui est quand même un des sites mainstream qui parle le plus de football américain, parce que, encore une fois, notamment Laurent Vergne. Mais il y a des passionnés de football américain partout, hein, un peu partout dans les rédactions. On salue Laurent Vergne du côté d'Eurosport. On salue Olivier Pacro aussi du côté de l'équipe, qui est un vrai passionné aussi de foot US. Voilà, donc il y en a. Et là, donc encore une fois, si vous voulez vous renseigner sur l'Immaculée Réception, Franco Harris, etc., je vous mets le lien dans le chat. C'est sur eurosport.fr. C'est vrai que le bouquin des grands récits, je sais que Maxime Dupuis a notamment aussi collaboré au bouquin. Je ne sais pas s'il y a que Laurent Vergne et Maxime Dupuis dans le livre, mais excellent livre recommandé. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous garantir qu'il y ait l'Immaculée Réception dedans, mais en tout cas, c'est un très bon livre. Voilà, l'Immaculée Réception, un des moments forts évidemment de l'histoire de la NFL.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous ai mis le lien dans le chat, c'est sur eurosport.fr que ça se passe si vous voulez en savoir plus. On va passer au pronostic de la semaine, les Raiders et les Cowboys pour la surprise. Point d'interrogation, pourquoi j'ai mis ça? Eh bien parce que les pronostiqueurs sont assez d'accord cette semaine, je trouve. On avait tous les Jaguars et pour l'instant, on est à 100%. On est à 100%, c'est quand même une bonne nouvelle. 100% donc les matchs de samedi. Il va y avoir beaucoup de matchs samedi. Je tiens à vous le rappeler. Alors j'aurais dû faire ça d'ailleurs. Je vais faire ça et je vais vous montrer d'abord le calendrier parce que là il y a un rappel qui s'impose. Je suis désolé, je scrolle très très vite. Donc il y a un rappel qui s'impose parce que semaine 13, semaine 14, semaine 15, semaine 16. On joue le 24 décembre qui est un samedi cette semaine en NFL. Donc on joue le samedi. Samedi à 19h. Donc c'est un programme comme un dimanche mais un samedi. Pour le réveillon de Noël. Alors je suppose que ça va pas être facile pour tout le monde de suivre les matchs. Je l'ai dit, c'est pour ça qu'on fait pas le fauteuil à ce moment-là. Ravens, Falcons. Enfin voilà, il y a plein de matchs à 19h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs à 19h. 2 matchs à 22h. Un match dans la nuit à 2h15 du matin. Pas le plus bon, mais bon. Et dimanche, 3 matchs. Alors je sais pas s'il y a une brouille entre la NBA et la NFL, parce qu'avant la NFL ne mettait pas de match à Noël. C'était un peu le terrain de jeu de la NBA. Bon, là ils ont décidé qu'il n'y avait plus de... Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Donc on met Dolphins Packers, on met Rams Broncos et on met Cardinals Buccaneers à Noël. Pas les matchs les plus excitants hein, pour Noël. Rams Broncos, bon... Vu l'état des équipes actuellement, aïe. Alors évidemment, il devait s'imaginer que ce serait Matt Stafford, Russell Wilson, que ce serait glamour et tout, mais malheureusement, un peu raté. Cardinals Buccaneers, donc dans la nuit, c'est pareil. Bon, les Bucks sont en course pour les playoffs, les Cardinals beaucoup moins. Et puis Colts Chargers, pour le Monday Night Football. Voilà. Donc c'est un programme très particulier cette semaine qui explique qu'on a bousculé le fauteuil, qu'on a tout bousculé et qu'on vous propose ça. Au niveau des pronostics, donc je reviens sur les pronostics de la semaine. Les Cowboys contre les Eagles. Alors il y a 2 Cowboys quand même pour Grégory et Raphaël. Moi j'ai mis les Eagles. Il y a un paramètre qui a changé, c'est évidemment Gardner Minshew. Moi, je pensais qu'il y avait Jalen Hurts qui jouait au moment où on pronostiquait. Je ne sais pas si je vais demander à mes camarades si je peux changer mon... Si je vais demander à mes camarades si je peux changer mon pronostic. Je sais pas si je mettrais Eagles ou Cowboys du coup. Mais les Cowboys pour la surprise, là c'est beaucoup plus possible maintenant en effet. Hein. C'est beaucoup plus possible maintenant. Les Bears contre les Bills, pardon, on a tous mis les Bills très logiquement. C'est quand même beaucoup plus costaud hein, du côté de Buffalo. Les Browns contre les Saints, on a tous mis les Browns. Ça monte en puissance, on a envie de dire, du côté de Cleveland et de Sean Watson. Il fait un petit peu mieux chaque semaine. Donc il continue de se rôder pour la saison prochaine, j'ai envie de dire, du côté de Cleveland. Donc les Browns pour tout le monde. Les Titans contre les Texans. Il y a un Texan du côté de Lucas. Tannehill ne devrait pas être là. Après, il y a Derrick Henry, donc ça va être un duel de coureurs. Hein. Ça va être un duel de coureurs. Ça va être Derrick Henry contre Dameon Pierce. Je pense que ça avait déjà été le cas lors du match aller d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, on a mis les Titans, sauf Lucas. Les Chiefs contre les Seahawks, tout le monde met les Chiefs. C'est vrai que les Seahawks sont pas sur une spirale vraiment enthousiasmante en ce moment. C'est assez problématique hein, du côté de la défense de Seattle. Alors, la défense a des courants alternatifs, mais bon, il reste beaucoup de Geno Smith. Autour, ça a quand même parfois du mal. Donc, les Chiefs pour tout le monde. Dameon Pierce sur risque de blessé, pardon, j'avais oublié Sarah, donc voilà. Donc ça va faire mal pour les Texans. Les Vikings contre les Giants, on a tous mis les Vikings parce que les Giants ont quand même du mal sur ces dernières semaines. Alors je sais, oui, ils ont battu. Merci à Théophane des Vikings qui s'est abonné à la chaîne. Oui, qui s'est abonné, pardon, son 3e mois avec Prime. Merci beaucoup. J'avais pas vu la notif complète. Donc oui, les Vikings, c'est quand même plus complet que... Alors c'est très sur courant alternatif. Mais c'est plus complexe des Giants qui sont quand même souvent à la peine en ce moment. Donc on va plutôt... Même parce que la victoire sur les Commanders, c'est une victoire de division, c'est les Commanders. Les Vikings, c'est quand même plus complet, plus costaud. Ça peut accélérer très fort. Et quand ça accélère très fort, Daniel Jones, compliqué. Patriots Bengals, on a des Patriots qui sont quand même pas en très bon état, qui ont des difficultés offensives,
qui parfois ont du mal à tenir défensivement parce que l'attaque ne suit pas, donc la défense se retrouve aussi épuisée, exposée. Donc les Bengals, pour tout le monde, là je pense quand même que ça me semble assez évident hein, pour cette équipe de Cincinnati, qui elle est qualifiée pour les playoffs d'ailleurs. Je crois grâce à la défaite des Jets, mathématiquement, il y a un truc qui s'est débloqué comme ça grâce au match de la nuit. Et c'est mérité, les Bengals sont de plus en plus complets, on l'a dit avec Raphaël dans une émission précédente, ils ressemblent maintenant à la troisième force avec les Bills et les Chiefs du côté de l'AFC, et ça va être une équipe très très intéressante à suivre. Panthers, Lions, on a tous misé sur les Lions, qui l'eût cru, hein, les Lions à l'unanimité, c'était quand même pas des trucs qui étaient gagnés par le passé, mais c'est une équipe qui marche très très bien en ce moment, les Panthers marchent, enfin ont gagné leur dernier match si je dis pas bêtise, ou pas loin, enfin bref, c'est vraiment une équipe qui est inférieure, qui aura du mal à suivre si ça accélère, et les Lions peuvent accélérer. Les Ravens contre les Falcons, on n'a pas tous mis, pardon, les Ravens, les Falcons pour Victor. Ce qui n'est pas délirant, Tyler Huntley sera titulaire malgré une douleur à l'épaule. Du côté de Lamar Jackson, donc c'est encore forfait. Ça peine à Baltimore, c'est très très difficile en ce moment. Ils sont dans une dynamique compliquée. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait une surprise avec Atlanta. On prend l'équipe qui est plus haut au classement, qui est plus prestigieuse, qui est peut-être voilà, qui est même pas forcément mieux coachée d'ailleurs en ce moment. C'est attention à ce match. 49ers Commanders, 49ers de partout, ça me semble logique, même avec Brock Purdy, hein, on a vu, ils n'ont pas perdu de temps, ils n'ont pas perdu de rythme, les 49ers. Brock Purdy pour l'instant fait le boulot, est-ce qu'il y aura un match sans? Est-ce que ça peut être celui-là? Oui, c'est possible, hein, face à une défense des Commanders qui a parfois des bons éclairs sur le pass rush, mais ils sont logiquement favoris. Les Steelers contre les Raiders me semblent favoris, et pourtant il y a une majorité de choix Steelers. Bon, quoique, c'est pas délirant. Il y a une défense qui est cohérente. Il y a Kenny Pickett qui progresse. Les Raiders ont une capacité à laisser filer des matchs qui est assez folle. Moi, je mets les Raiders parce que je pense qu'ils peuvent se mettre à l'abri. Mais ça va. C'est pas un match donné, mais ils peuvent se mettre à l'abri. Je vais prendre les Raiders. Dolphins Packers. Bon, on est sur. C'est pas une très bonne dynamique hein, de Miami. C'est pas une très bonne dynamique de Miami. Ça gagne moins quand même qu'en début de saison. C'est moins convaincant. Les Packers sont pas incapables de créer une surprise sur ce match, hein. Franchement, si je devais prendre une grosse cote, tiens, on regardera sur Unibet tout à l'heure. Si je devais prendre une grosse cote, celle-là, tu vois, elle me tend très bien. La logique pour marquer des points, je vais dire les Dolphins, hein, comme tout le monde. Mais attention à celui-là. Rams Broncos, bon, c'est un peu le match de la loose, hein, on l'a dit, dimanche à 22h. Baker Mayfield contre Russell Wilson. Mais alors, Russell Wilson qui est revenu un petit peu, mais qui a été commotionné. Donc, est-ce que ce sera le Russell Wilson qu'on a vu la dernière fois, qui était pas trop mal? On espère. Moi, je vais prendre Broncos. Cardinals Buccaneers, on a tous mis les Buccaneers. Même si cette attaque, elle a du mal. Après, les Cardinals, ça galère tellement. Bon, Buccaneers, voilà. Ces deux équipes qui peinent. Colts Chargers, donc avec Nick Foles, quarterback titulaire des Colts. Nick Foles, quoi, le retour. On prend tous les Chargers, équipe qui joue les playoffs pour l'instant, donc c'est quand même eux les favoris. Voilà pour les pronostics du côté de la NFL cette semaine. On va se faire les cotes Unibet de la semaine, et puis après on passera au quiz et les dernières minutes de roue libre, la fameuse roue libre de la fin d'émission. Je vais grossir un peu tout ça et je vais vous mettre les cotes de notre partenaire Unibet. Je vous mets le lien Unibet dans le chat et on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Je vais aller sur ma surprise tout de suite. Tiens, allez, puisqu'on en parlait. Packers 2,38. Allez, soyons fous. Je vais tenter. Je vais tenter mon petit Packers là. Je sais pas pourquoi il me chauffe le Packers. Et puis les Raiders, tiens, j'ai dit. Allez, 1,97. C'est la semaine un peu faux-folle. Les Eagles sont à 2,55. Allez, Minshew Mania. C'est bon. Minshew Mania. Hop, le coupon. Ah, là, je fais du... Est-ce que je le tente? Alors, les trois cotes séparées, je les trouve intéressantes. Si vous pensez à un de ces matchs séparément,
Les 3 d'un coup qui passent, je suis pas sûr. C'est osé. C'est quand même très osé. Les 3 qui passent d'un coup, c'est un peu... Je sais pas. Je sais pas si je le tente, quoi. Il me manquait le bouton plus. Euh, je mets 3 balles là-dessus. Je mets 3 euros, allez. Raiders 1,97 qui battent les Steelers. Eagles qui battent les Cowboys. Packers qui battent les Dolphins. Allez, je mets 3 euros. Je tente. Je tente. Mais bon, il est risqué. Il est risqué. On se fait une semaine, vraiment, c'est Noël, quoi. Donc c'est un peu YOLO. C'est Noël. Du côté des marqueurs de touchdown, qui on va aller voir? Panthers, Lions, Falcons, Ravens. Où est-ce qu'il y a des marqueurs de touchdown? Un petit Dalvin Cook, tiens, là-dedans. 1,66 Dalvin Cook. 1,80 Justin Jefferson. Peut-être Barclay à 1,96 du coup, parce que c'est peut-être le plus intéressant là du lot. Allez, je dirais Barclay à 1,96. Voilà, pour avoir une cote de plus, je vais dire Barclay à 1,96. Ça me paraît pas mal. Voilà pour les meilleures cotes de notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien évidemment sur le chat si vous voulez jeter un œil. Et évidemment, on joue de manière raisonnable. Vous venez de le voir, 3 euros. Pas des trucs délirants sur des combinés complètement fous ou quoi. Ou alors vous êtes très très riche et vous avez le truc qui va avec. Mais voilà, on joue par rapport à son budget. On fait gaffe. Quand on arrive au bout du budget, on arrête. On est raisonnable en tout cas. Voilà pour ce qui se passe chez Unibet pour les cotes. Voilà, j'arrivais à revenir sur mon plein écran. On va passer au quiz et puis comme ça, après on aura du quartier libre, questions libres pour terminer cette émission. On va passer au quiz. Alors, pas nombreux aujourd'hui hein, sur le chat, c'est normal, on est un vendredi après-midi, hein, c'est pas le plus gros jour pour les écoutes. On va se faire un petit lot sympa. Je vais aller chercher. Bougez pas, on va voir ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir? Qu'est-ce qu'on peut... Non, bon, on va faire un petit assortiment. On va faire un petit assortiment. On va mettre un 4... Tiens, on va faire un petit assortiment. Ah, je suis désolé, je suis loin. Je suis loin. Hop. On va faire un check. Allez. Le petit... Hop là, ça m'échappe. Le petit package de début de saison. Et il me manque le sticker s'il est là. Voilà. Hop, on va faire un petit package de Noël. On va faire un petit package de Noël. On va faire un petit package de Noël. En fait, je remets mon casque, mais c'est vraiment juste pour le style parce que j'ai pas mon retour dedans et c'est juste pour quand il y a des invités en fait. Donc c'est vraiment pour le look quoi. On va faire un petit package de Noël. Un stickers, 2 stickers, 3 stickers, un sous-vert, 2 sous-verts, 3 sous-verts. Voilà, on fait l'assortiment de tous les sous-verts et stickers qui ont été sur le Tipeee cette année. On va passer au quiz. Donc, alors, c'est un quiz champion du monde. Je vais pas vous mentir. Je l'avais un peu préparé en me disant ouais, on le fera après la victoire de l'équipe de France, tout ça, tout ça. Ça ne s'est pas passé totalement comme ça. Ça ne s'est pas passé totalement comme ça. Les instructions. Alors voilà, j'avais mis champion du monde, point d'interrogation. Parce que j'étais pas sûr. Et c'est fauteuil semaine 15. Parce que du coup, c'était celui de la semaine dernière. Et celui que j'avais préparé pour cette semaine, il a planté. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, en tout cas, je rappelle, pour jouer au quiz, sur le chat, évidemment, on ne spoil pas, c'est kick ou ban temporaire immédiatement pour ceux qui spoilent les réponses sur le chat. On répond donc sur QuizKit. Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez cliquer directement sur les réponses, mais il faut bien coupler votre compte avec QuizKit. Et si vous êtes sur le chat en mobile, et vous avez un petit logo QuizKit en haut à droite, et ça va couvrir le chat normalement, et vous aurez les réponses par-dessus. Là encore, il faut bien jouer il faut bien lier son compte avec QuizKit. Le vainqueur sera celui dont le pseudo apparaît. Ce ne sera pas contestante numéro machin. C'est le premier pseudo qui apparaît. On va commencer le jeu. Attention, tenez-vous prêts. On commence dans 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Je ne sais pas faire un décompte. 5, 4, 3. Ah ouais, comme ça. 2. J'ai aucune flexibilité des doigts. 1, 0. Première question. Qui est le joueur qui a
le plus de titres de champion NFL? C'est évidemment, là on est sur du champion du monde. Le joueur qui a le plus de titres de champion NFL, c'est facile. Charles Allen, Joe Montana, Tom Brady ou Terry Bradshaw. Quel est le joueur qui a le plus de titres NFL? Donc les bagues de Super Bowl, quoi, grosso modo. Charles Allen, Joe Montana, Tom Brady, Terry Bradshaw. Je crois que vous avez une petite idée. C'est une question d'échauffement. Allez, on montre la réponse. Tom Brady, 27 bonnes réponses. Joe Montana, une réponse. Et personne pour les deux autres. Jared Goff, pas encore, mais il a encore un peu de temps, B-Box. Il peut y arriver, Jared Goff. On croit en lui. Question suivante. Question suivante. Qui a été élu MVP du dernier Super Bowl? Qui a été élu MVP du dernier Super Bowl? Matthew Stafford, Odell Beckham, Cooper Kupp ou Aaron Donald? Qui a été élu MVP du dernier Super Bowl? Ce n'est pas Jared Goff cette fois. Jared Goff qui a joué un Super Bowl avec les Rams. Il avait une chance d'être MVP du Super Bowl, mais cette année-là, ça n'a pas fonctionné pour lui. Matthew Stafford, Odell Beckham, Cooper Kupp, Rams, donc Jared Goff aussi. Non, c'est ce qu'on disait, ça n'a pas marché avec cette fois-ci. Matthew Stafford, Odell Beckham, Cooper Kupp ou Aaron Donald, qui était le MVP du dernier Super Bowl. Normalement, vos réponses sont arrivées. On montre la réponse. C'était Cooper Kupp, 26 bonnes réponses. Vous avez été 3 à voter pour Aaron Donald qui ne déméritait pas. Matthew Stafford, 2 et Odell Beckham n'a pas fini le match malheureusement pour lui. Il s'est fait les croisés. Première fois que j'essaie de jouer sur téléphone, comment on fait, Reda? Donc on disait sur téléphone, tu dois avoir en haut du chat un petit logo QuizKit. Et si tu cliques sur ce logo, ça va recouvrir le chat normalement. Et tu pourras avoir les réponses qui s'affichent sur le téléphone et cliquer directement. J'avoue que je n'ai pas joué sur téléphone déjà, donc... de ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. On passe à la question 3. La vitesse compte. Oui, plus vous allez vite sur la réponse, plus vous avez de points. Et si vous donnez une mauvaise réponse, par contre, vous avez moins de points. Question suivante. Combien d'équipes ont réussi à gagner 2 fois de suite le Super Bowl? Combien d'équipes ont gagné 2 fois de suite le Super Bowl? Ce que l'équipe de France, malheureusement, n'a pas réussi à faire pour la Coupe du Monde. 5, 6, 7 ou 8 équipes ont gagné 2 fois de suite le Super Bowl. Alors, il y a les Patriots, notamment, il y a les Steelers, il y a les Packers, il y a les Broncos. Il y en a d'autres. Il y a les Cowboys, si je dis pas de bêtises. Alors, combien d'équipes ont réussi à gagner 2 fois de suite le Super Bowl? Vos réponses sont en train d'arriver. J'ai l'impression que l'outil est un peu plus long aujourd'hui. Ah non, voilà. On montre la réponse. Et non, 7 équipes NFL ont gagné 2 fois de suite le Super Bowl. Alors, je peux vous les donner d'ailleurs. Ce sont les Packers, les Dolphins, les Steelers, les 49ers. Ah bah non, il y a un problème là, les Dolphins. Si, non, si, oui, les Dolphins. Bon, bref. Packers, Dolphins, Steelers, 49ers, Cowboys, Broncos et Patriots. Les Packers au début, les Steelers, oui, les 49ers, oui, non, c'est ça, on est d'accord. J'ai peur de vous avoir dit une bêtise. Donc en tout cas, c'est 7. Packers, Dolphins, Steelers, 49ers, Cowboys, Broncos, Patriots. Oui, c'est ça. D'accord. Donc une seule bonne réponse. Il y en a un qui a creusé l'écart. Là. Question suivante. Quelle équipe a perdu 4 fois de suite au Super Bowl? Là, on est sur des pas champions du monde. Quelle équipe a perdu 4 fois de suite au Super Bowl? Les Falcons, les Bills, les Vikings ou les Broncos? Falcons, Bills, Vikings, Broncos. Qui a perdu 4 fois de suite au Super Bowl? Je vois un lol dans le chat, mais c'est arrivé. C'est arrivé. J'aurais dû mettre les Browns dans les propositions, tout le monde aurait répondu ça, non? En tout cas, si tu sais pas, tu vois les Browns, tu fais... Oh, Falcons, Bills, Vikings, Broncos. Allez, on montre la réponse. Les Bills, 26 bonnes réponses évidemment. Les Bills du début des années 90, les grands maudits du Super Bowl qui dominaient l'AFC, mais qui n'arrivaient jamais à conclure lors du Big Game, malheureusement. Pour eux, on termine avec la dernière question. Je crois qu'elle est un peu plus dure. On termine. Allez, combien d'équipes actuelles n'ont jamais joué le Super Bowl? Quelles sont les équipes actuelles qui n'ont jamais joué le Super Bowl? Combien? Est-ce qu'il y en a 2, 3, 4 ou 5 équipes actuelles qui n'ont jamais joué le Super Bowl? On parle du Super Bowl, on ne parle pas de titre de champion par le passé, on parle de la période Super Bowl.
Ah, l'homme à la cigarette dans X-Files déteste les bizarres. Alors j'avoue que j'ai pas vu X-Files. Enfin, je connais les rêves d'X-Files, mais j'ai pas vu à l'époque. Et il détestait les bizarres. D'accord. Très bien, c'est marrant. Allez, combien d'équipes actuelles n'ont jamais gagné le Super Bowl? Il y en a 4, bien vu aux 15 qui ont trouvé la bonne réponse. Les 4 sont les Browns. Allez, donnez-moi les 4. Tiens, est-ce que vous arrivez à trouver dans le chat les 4 qui n'ont jamais gagné le Super Bowl? Sans aller sur Wikipédia, évidemment. Hein. Allez, quels sont les 4 qui n'ont jamais gagné le Super Bowl, là, dans le chat? Les Lions, oui. Les Jaguars, oui. Les Browns, oui. Et les Texans, oui. Bien joué. Vous êtes très efficace sur le chat. On monte les résultats finaux. Alors, contestante 26, je suis désolé. Et c'est Sarah BRH qui est de retour dans la case des winners. C'est Sarah qui est de retour. Bon, bah, Sarah, j'ai l'adresse, c'est bon. On est tranquille. Je suis désolé pour contestante numéro 26. Il me faut le pseudo pour les vainqueurs. On l'avait dit au début. Hein. Donc, mes excuses à contestante numéro 26, qui avait dû être le seul à trouver la bonne réponse, du coup, sur l'autre tout à l'heure. Je sais plus c'était quoi la question où il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. Mais voilà, Braco Pascal est 5e en effet. Donc Mug Lub 4e, Braco Pascal, Nergal, Théophane des Vikings, HLRD 22, toujours, souvent dans les top 10. Hein. Bigono, Alicia Matt, Don SNJ, Julien Brossillon est dans le coin aussi. Enfin voilà, il y a les usual suspects, comme on dit. Mais félicitations à Sarah qui remporte une nouvelle fois donc le quiz. Je crois que Sarah, elle est à sa 3e victoire, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est sa 3e victoire à Sarah. En tout cas, c'est comme ça que se termine le quiz. Mes excuses, bon, il y en avait un deuxième normalement, mais je sais pas où il est passé. Je sais pas si j'ai mal sauvegardé, parce que donc c'est un outil où vous devez faire le quiz et puis à la fin vous cliquez sur sauvegarder. Est-ce que j'ai mal sauvegardé? Je sais pas ce que j'ai foutu, mais en tout cas j'ai perdu mon quiz de la semaine. Voilà, ça arrive. On a 8 minutes de freestyle, puisque on est arrivé au bout du programme de la semaine. Il est 19h52, on peut continuer jusqu'à 20h. On peut aussi arrêter là d'ailleurs, s'il n'y a plus rien à dire, puisqu'on n'a même pas les matchs comme référence. On peut s'arrêter maintenant, il n'y a pas de match. Mais on avait dit qu'on allait jusqu'à 20h. Donc on peut aller jusqu'à 20h. Si vous avez des questions sur le chat, c'est vous qui décidez. C'est vous qui me relancez. On parle de ce que vous voulez. Je peux vous donner une avant-première d'ailleurs, mais un jour, on fera une tier list sur les fromages. Parce qu'il y a le débat qui a commencé dans la rédaction avec Lucas et Marco. Et, donc, du coup, on va se lancer un jour sur. On va se lancer un jour sur une tier list des fromages. Non, c'est pas mon deuxième prénom, Sarah. C'est pas ça mon deuxième prénom. Fauteuil, point fantasy. Alors, point fantasy, ok. Et équipe surprise au Super Bowl. Allez, équipe surprise au Super Bowl. Alors, on fait normal et surprise. Normal. Chiefs. Je pense que les Chiefs vont se venger des Bengals en playoff. Il va y avoir un truc comme ça. Chiefs en face. En face, c'est dur. Hein. En NFC, je trouve ça vachement dur. Chiefs. Cowboys. Soyons fous. Chiefs Cowboys. L'année où les Cowboys deviennent fous. Vikings, j'ai quand même du mal à les voir faire 3 matchs de suite où ils font tomber. Même chose pour les Lions, j'ai du mal à les voir faire 3 matchs de suite où ils font tomber l'équipe d'en face. Ils sont tellement irréguliers les Vikings que c'est dur quoi. C'est vraiment dur de te dire qu'ils peuvent aller au bout. Donc je leur souhaite, hein, mais voilà. Super Bowl plus surprise. Tu es en train de regarder un peu qui va vers les playoffs, donc quand même que je vous dise un Super Bowl où il y a des équipes qui seraient en playoffs. Ah bah le plus dingue ce serait les Jaguars. Ah mais en vrai, tu vois vraiment un scénario où les Jaguars passent des playoffs où il y a les Bengals, les Bills et les Chiefs. La FC c'est un délire. Hein. Ouais, alors le plus improbable c'est Jaguars Lions, clairement. Et ce serait un délire, ce serait incroyable qu'on se retrouve avec un Jaguars Lions, ce serait vraiment incroyable. On a dit que les deux équipes étaient dans les 4 qui n'ont jamais joué le Super Bowl. Donc imagine, il y en a 2 d'un coup là qui dégagent la malédiction. Ça, ce serait quand même incroyable, Jaguars Lions.
Allez, un demi-sérieux. Moi, j'aimerais un Bengals Eagles, je trouverais ça fun. Un Bengals Eagles, je trouverais ça fun. Ouais, c'est un peu mon Super Bowl fun qui me vient là comme ça. Euh, Ouais, Bengals Eagles, c'est bien. Un Dolphins Buccaneers pour rigoler. Un Florida Bowl. Pour que Brady parte sur un 8e titre. Face à l'équipe qu'il a failli rejoindre dans des tractations souterraines étranges. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant, mais pourquoi pas. Il nous reste 4 minutes, on va faire un petit point fantasy football, puisque vous l'avez demandé. Bon, c'est pour rire, hein, le petit point fantasy. L'homme à la cigarette est à la retraite, c'est vrai. Donc, le point fantasy, la ligue, hop. La ligue. Eh bien, regardez. Tiens, il y a... Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui avaient des joueurs qui jouaient cette nuit. Alors, je vous fais un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière déjà. Tac, tac, tac. C'était les quarts de finale. Donc non, Antoine Griezmann ne jouait pas. Comme ça, il avait l'esprit libéré pour la finale de la Coupe du Monde. C'était le hasard, mais il était tête de série numéro 2, donc il ne jouait pas. Je jouais contre Romain, notre graphiste, et je me suis fait exploser. Elliott jouait contre Victor, Fly Eagles Fly, et donc Victor a gagné largement. On se retrouve. Alors, honnêtement, on se retrouve en consolante pour un match pour la 5e place. Ça me fout la haine. Moi, je préfère être éliminé. J'ai pas envie de jouer pour la 5e place. Ça me rend déjà. Ça me rend ouf. J'ai pas envie de jouer. Ça me rend dingue. Je suis trop mauvais joueur. Ça me saoule de jouer pour la 5e place, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai perdu en quart. C'est fini. Laissez-moi rentrer chez moi. Donc, les demi-finales. Tiffany, notre photographe, qui est favorite parce qu'elle a une équipe qui cartonne tout le monde dans tous les sens. Victor en face. Et donc Antoine Griezmann contre Romain, notre graphiste. Je vous parle même pas de la consolante et tout, hein, parce que quand je vous dis que je veux pas jouer pour la 5e place, franchement. Alors il y a Greg qui a sauvé sa peau. Greg qui était dernier de la saison régulière qu'on avait tout à l'heure et qui finalement sauve sa peau, il ne sera pas dernier. Mais voilà, bon, c'est la consolante. On joue pas pour la consolante. Du côté des affiches, donc je vois que ça a marqué des points. Alors qui a marqué des points pour Antoine? Eh ben Trevor Lawrence. Il est en train d'aller tranquillement nous gagner la fantasy avec Trevor Lawrence, c'est un délire. Devante Adams, DJ Shark, Saquon Barkley, Nick Chubb, George Kittle, Zach Moss, Jacoby Myers. Ça va être Jason Myers, pardon, pas Jacoby. Ça va être intéressant. Bon, Romain reste favori. C'est parce qu'il y a Justin Jefferson. Moi, il m'a explosé avec Justin Jefferson et Travis Kelce la semaine dernière. Et J. Dillon avait fait un gros match aussi. Après, il a quand même des joueurs qui peuvent avoir qui ont un plafond. Des joueurs qui pourraient sous-performer. Yahoo donne Antoine, ouais. Pas favori, moi je miserais plutôt sur Greasy Chiefs. Du côté de la photographe contre les Fly Eagles Fly, alors elle a pris Gardner Minshew parce qu'elle avait Jalen Hurts, donc elle s'est retrouvée un peu piégée. Et ça commence bien avec Evan Engram quand même hein, pour Victor. Victor, il est sur une remontada de fin de saison assez ouf. Justin Fields lui a fait gratter, lui a sauvé sa saison en fait. Bon, Chuba Hubbard, Najee Harris, c'est plus incertain. AJ Brown, ça peut faire des gros matchs. Bon, en face, il y a quand même DK Metcalf, Tyreek Hill, Christian McCaffrey, Isaiah Pacheco, Bjorn Pioche, David Njoku, Leonard Fournette, Justin Tucker et Denver. C'est incertain. C'est incertain également. Voilà pour la fantasy. Mais, pardon, je reviens sur le mauvais onglet. Pour la fantasy, mais voilà, vous avez à peu près ce qui se passe en ce moment. Je vous dis, moi j'en ai rien à faire de jouer pour la 5e place, mais bon, il va falloir. J'ai aligné Aaron Rodgers puisque j'avais Lamar Jackson qui était blessé et j'avais réussi à récupérer Aaron Rodgers sur le waiver un peu par chance. Jamar Chase, Juju, Miles Sanders, Aaron Jones, Darren Waller que j'ai récupéré sur le waiver hier. Trop bien, j'avais plus de tight end. T. Higgins, Brent Maher et la défense de Tennessee. J'ai Garrett Wilson qui a sous-performé en face, donc ça me donne un petit avantage. Après, on sait jamais, hein, DeAndre Hopkins. Bon, sur le papier, j'ai l'air d'avoir l'avantage. Mais je parie rien avec ce jeu, hein, ce jeu de l'enfer. Il faut le rappeler. Voilà pour le petit point fantasy. On vous dira si on va inviter Antoine pour débriefer la fantasy. Hein. Je veux avoir Antoine Griezmann pour débriefer la fantasy et son éventuelle victoire.
Donc je lâche pas le morceau. Bon, évidemment, vous vous doutez bien qu'on l'a un peu laissé tranquille ces derniers temps parce qu'il avait des choses à faire, mais on va essayer de l'inviter dans l'émission dans l'émission dès qu'on pourra. Voilà pour le petit point fantasy, il est 20h. Écoutez, 2 heures de direct pour ce fauteuil spécial de Noël. On vous rappelle donc évidemment match ce samedi en NFL, match dimanche aussi. Il y aura 3 matchs, il y en a un sur chaque créneau horaire dimanche et évidemment les débriefs. Ce sera dans le podcast. Donc il y aura les podcasts, c'est habituel. Donc il y aura un podcast mardi matin. Il y aura un podcast mercredi matin également. Oui, s'il gagne la fantasy, ça lui fera oublier la Coupe du Monde, Jean Kek. On est d'accord, on lui a dit rapidement. On lui a dit de toute façon, là, il faut se concentrer. Le plus important, c'est la fantasy. Donc voilà. Bon, en tout cas, en tout cas, on se marre bien avec ça. Voilà pour ce fauteuil. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à Grégory Richard d'avoir été mon invité. Merci à toute l'équipe TDA. Merci à vous, évidemment, grâce à qui sont rien. Grâce à vous, sans qui rien n'est possible. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on doit le formuler. Merci à vous, évidemment, et bonne fête à tous. Profitez bien, profitez de votre famille, profitez de tous ceux que vous aimez, profitez de vos proches. Et si vous ne fêtez pas Noël, d'ailleurs, amusez-vous bien aussi et passez un très bon week-end, parce que les gens qui ne font pas Noël, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, bonne fête de fin d'année à tous. On se retrouvera le 1er janvier. Et ouais, on se retrouve le 1er janvier, donc on se retrouvera en 2023. Donc bon réveillon aussi, j'avais pas tiqué, mais en fait, ouais, on se retrouve le 1er janvier pour le fauteuil. On se retrouvera dans les podcasts entre temps. Mais voilà, donc on se retrouvera pour le fauteuil le dimanche 1er janvier. On fait que des jours fériés en ce moment. Merci à tous. Oui, j'ai la gueule de bois, Shiryu. Bah écoutez, vous serez peut-être en gueule de bois, je ne sais pas. J'espère que je vous aiderai à vous en remettre. Merci à tous, bon match, bonne fête à tous. On se quitte en musique et on se retrouve évidemment en podcast tout au long de la semaine. N'oubliez pas les podcasts, on sera là. Ciao, ciao tout le monde.